Donc bonjour à tous et merci pour votre présence et surtout merci beaucoup aux intervenants de cette première table ronde ovale face à vous du colloque de ces 2 jours. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir bien voulu venir. Donc je suis Camille Vergniaud, je suis doctorante en géographie à l'Université de Paris-Nanterre et je vais co-animer cette table ronde aux côtés de Magali Fricaudet qui est en face. Et donc pour ma part, je ne travaille pas spécifiquement sur le droit à la ville. Par contre, je termine une thèse sur les missions de l'université et sur les politiques des universités envers les territoires, à travers une comparaison France-États-Unis. Et donc il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur les universités aussi aux États-Unis. Pour présenter rapidement Magali Fricaudet, donc Magali est membre d'Hightech Urbain, qui est une association qui réunit des professionnels, des chercheurs, des militants pour défendre le droit au logement et le droit à la ville, et qui participe aussi à la Coalition internationale pour l'habitat et à la plateforme mondiale pour le droit à la ville dont on a déjà parlé ce matin. Mais Magali est également responsable de la démocratie participative et du développement local pour la ville d'Aubervilliers, après avoir aussi travaillé pour la ville de Nanterre. Et donc elle pourra apporter un regard supplémentaire, un élément de discussion avec une dimension point de vue des collectivités dans cette table ronde. Et également, à ma gauche, Victor Violier, qui interviendra un peu plus tard dans la deuxième partie de cette table ronde et qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Nanterre et dont malheureusement la biographie n'est pas dans le petit livret, mais qui se présentera en temps voulu. Et donc cette table ronde s'intitule « Recherche-action à Nanterre, ville, université et droit à la ville ». Et donc l'idée de cette table ronde aujourd'hui, c'est essayer de considérer, d'interroger le droit à la ville à partir de projets de recherche qui ont en commun d'être des projets de recherche participative, de projets de recherche action, dans différentes disciplines, mais qui partagent cette démarche de partenariat entre universités et acteurs de la ville, en particulier associations et habitants. Et donc il s'agit de croiser les regards de chercheurs universitaires, regards de leurs partenaires, c'est-à-dire habitants, acteurs institutionnels, associations, et regards aussi, on va dire largement, d'acteurs du territoire, d'un côté collectivités, élus, villes, et de l'autre université. Et donc on a essayé en fait de s'inscrire dans le thème du colloque et d'avoir toujours des binômes, ils vont se présenter, des binômes de chercheurs-acteurs à chaque fois pour croiser ces regards. Et donc, nous proposons d'organiser, et nous allons tenir le temps, cette table ronde en 2 axes. Le premier axe, la première partie, la première petite heure, s'interrogera sur les liens en fait, entre ces projets de recherche participative et partenariale et le droit à la ville, c'est-à-dire comment ce type de recherche, ce type de collaboration, ce type de projet en lien université-acteur peut contribuer au droit à la ville. Par exemple, soutenir une participation, une appropriation des habitants de décisions de décisions qui font la ville, appuyer leur appropriation de la vie urbaine et de la vie quotidienne urbaine, comme le disait Grégory ce matin. Et on peut penser à ce moment-là au moins à 2 dimensions. La première, c'est le fait que ces projets de recherche partenariale apportent une dimension participative avec les habitants et avec des acteurs qui sont généralement, en tout cas autour de cette table ronde, peu visibles ou peu audibles dans la production de la ville. Et donc on peut se demander si ces modes de coproduction en fait, entre acteurs et universités participent au droit à la ville par des processus d'émancipation, de mise en visibilité de certains acteurs, de certains thèmes, et par la coproduction de savoir et d'action. On peut aussi considérer que ces projets de recherche qui vont vous être présentés, par leur objectif, par leur dimension de recherche-action, ont un objectif, une visée de transformation de la ville, ce qui peut participer aussi au droit à la ville. Et le deuxième axe de cette table ronde, qui en théorie, comme on va respecter le temps, aura lieu en 2e heure de la table, porte à ce moment-là plus sur le rôle de l'université, le rôle de l'université dans le droit à la ville. Et dans ce cas-là, on peut considérer à la fois l'université comme étant la recherche, les chercheurs, la production d'une recherche, mais aussi comme les étudiants, quels qu'ils soient, dans leur diversité et dans leur niveau, ou encore l'université comme un établissement, comme une institution, comme un acteur de la ville. Et donc dans ce cas-là, on pourra aller voir ce que l'université, les relations, les liens entre l'université et le territoire
ce que ces liens-là peuvent apporter. Est-ce que l'université et ses liens au territoire ont un rôle particulier à jouer dans la perspective du droit à la ville? Donc, on va commencer par d'abord un petit tour de table, ce qui va permettre à tous les intervenants de se présenter eux-mêmes et leurs projets associés à une question. En deuxième heure, on parlera donc du rôle de l'université dans ce contexte de transformation et de mobilisation qu'on a déjà évoqué ce matin. Et enfin, on ouvrira le débat à toute la salle pour les questions. Donc, pour commencer le tour de table, l'idée, c'est d'avoir à peu près 5-6 minutes par intervenant, ce qui revient à peu près à 10-12 minutes par binôme. Donc, je vous laisse gérer vos 10 minutes à deux. Et ensuite, on fera un petit retour avec une discussion de Magali sur tout ce qui s'est dit. Donc, est-ce que vous pourriez, le tout en 10 minutes, décrire rapidement votre projet, comment vous avez été amené à y participer, ce que vous y faites, enfin, votre projet ou vos activités, hein, évidemment. Et pour vous, comment vos projets résonnent avec le droit à la ville? Alors, c'est une question très théorique, c'est-à-dire comment vos actions, vos projets peuvent, par exemple, soutenir la participation des habitants à cette vie urbaine, à cette appropriation de leur quotidien et en fait, du droit à la ville. Comment ces projets, par exemple, proposent de construire une ville autre et de la construire autrement dans cette démarche partenariale, que ce soit par cette visée de coproduction ou par les objectifs visés. Donc, un peu une présentation, puis qu'est-ce que le droit à la ville évoque et fait résonner chez vous. Du coup, je vais faire ça de manière soviétique. Nicolas, tu veux commencer ? Oui, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Je suis en binôme avec Paola. Je m'appelle Nicolas Prévost. Je suis maître de conférence au département d'anthropologie, plus spécifiquement en ethnomusicologie. Et voilà, ce projet qui s'appelle au départ le patrimoine musical des Nanterriens est venu pour ma part en tant qu'habitant de Nanterre et en même temps maître de conf à l'université. Plusieurs choses, le constat qu'il y avait un fossé entre les deux, je ne suis pas le premier à le constater, à commencer par les termes qu'on emploie. Vous avez déjà entendu ce matin parler parfois de Nanterrois, parfois de Nanterriens. Les universitaires se disent souvent Nanterrois, ignorant que les habitants s'appellent des Nanterriens. Je me suis retrouvé les deux à la fois. Et donc, on a eu l'idée avec les étudiants, Paola à l'époque, qui heureusement pour elle n'est plus étudiante. Donc, on a commencé en 2009-2010 à réfléchir à ce qu'on pourrait faire, comment appliquer l'ethnomusicologie directement autour de l'université, pas seulement dans des pays lointains. Donc voilà, on a commencé à aller dans les quartiers environnants à la recherche des pratiques musicales et dansées des habitants. Notre motivation étant certes de faire un travail d'ethnomusicologue qui passe par un archivage, un collectage et un archivage, mais aussi et surtout notre motivation de faire connaître des pratiques souvent méconnues qu'on a appelées finalement inouïes. Alors ça a donné lieu à plusieurs choses, mais là, vous voyez des extraits d'un web documentaire que vous pouvez trouver en ligne et qui s'appelle Inouï. L'adresse est inouïwebdoc.fr. Projet de recherche-action, parce qu'on a mené un certain nombre d'actions dans la ville. Le webdoc, c'est une chose, mais depuis une dizaine d'années, surtout les premières années, on a fait beaucoup d'événements dans la ville, des événements pas toujours médiatisés, des événements surtout, on était attaché à une certaine convivialité et à le faire dans les différents quartiers de la ville, pas seulement, c'est pas un projet qui va ramener les quartiers au centre-ville ni l'inverse, c'est vraiment voulu occuper le territoire. Alors peut-être donner la parole aux habitants, ou leur donner le son en tout cas, et puis aller vers eux. Alors je m'aperçois que ce que j'avais prévu de dire, je suis parti dans un autre sens, mais c'est pas grave, il me reste quelques minutes. Bon, très, très vite, droit à la ville, évidemment ça résonne beaucoup pour ma part avec ce qu'on fait. Immédiatement je pense à droit à la culture en ce qui nous concerne. On parle souvent de démocratisation de la culture.
une vision de haut en bas, en quelque sorte, qui est toujours d'actualité, que je trouve certainement importante, mais en ce qui nous concerne, on est beaucoup plus sensible à l'idée de démocratie culturelle, c'est-à-dire une notion beaucoup moins hiérarchique ou hiérarchisée des choses, une vision moins hiérarchisée, plutôt une égalité non seulement d'accès à la culture, mais de visibilité des cultures. De quelle culture parle-t-on? En général, le ministère de la Culture, c'est la culture avec un grand C, et c'est la culture d'une élite plutôt. En tant qu'anthropologue, on sait bien que la culture est partout, chacun est porteur de culture. C'est ça qui nous importe de rendre compte dans notre travail. La culture est en chacun de nous, et tout le monde a droit à la culture, mais aussi à sa culture, faire connaître sa culture. Donc l'idée du projet, c'est d'aller vers les voisins, de faire se rencontrer les voisins. La musique et la danse sont assez pratiques pour ça, mais je dirais que c'est un prétexte pour dépasser le mur du son, comme dit Martial Pardo, pour que les gens se connaissent, voilà, au-delà même de la musique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le travail de l'ethnomusicologue ou dans l'anthropologue de la danse, de montrer ce que porte la musique, ce que porte la danse. Donc évidemment, c'est le droit de toutes les cultures, le droit à la pluralité culturelle, à la diversité culturelle. Et on sait bien que certaines cultures sont plus visibles que d'autres dans la ville. Or, ces cultures-là, dans toute leur diversité, elles sont bien présentes dans la ville, mais pas forcément visibles. Pour quelles raisons? Certainement, il y a plusieurs raisons, mais la question de la légitimité, on en a déjà parlé, est très importante. Et je crois que si chacun était à l'aise avec sa propre culture, son identité, quelle qu'elle soit, ça irait mieux, en fait. Voilà. Avant de parler d'intégration, de cette idée d'intégration, d'intégrer la culture officielle, il s'agit d'être à l'aise avec sa culture, et on sait bien que notre culture française est déjà faite d'une grande diversité et très métissée. Voilà, alors concrètement, je n'ai pas trop le temps de développer, donc je vous invite à aller voir le webdoc qui donne la parole à certains habitants. On ne peut pas donner la parole à tous les habitants, mais on a décidé de faire un travail plutôt en profondeur autour de portraits, et de tenter de ne pas catégoriser les gens, ce qui n'est pas facile. Donc pas coller d'étiquettes, parce que chacun a un droit aussi au choix de sa culture. C'est pas parce qu'on a l'air sénégalais qu'on se dit sénégalais, par exemple, ou qu'on a forcément, on revendique une culture sénégalaise. Peut-être que oui, peut-être que non. Désolé, j'ai pris l'exemple du Sénégal, mais ça pourrait être n'importe quel autre. Voilà, alors on défend une idée quasiment écologique, au sens écologique, d'un circuit court de la culture, circuit court de la musique. On peut faire venir des stars du monde entier, mais on a aussi des étoiles très brillantes sur place, et on veut justement les faire briller. Voilà, donc il s'agit pour nous d'essayer de faire un pont vers les habitants, et je crois que l'université doit jouer un grand rôle là-dedans. C'est pour écrire qu'il me reste 0 minute ou... Ouais, okay. D'accord, voilà, après on pourra développer. Puis Paola, alors, qui a fait partie du projet en tant qu'étudiante, a développé elle-même différents aspects du projet, et puis développe ses propres projets aussi en tant qu'habitante. Et je lui laisse la parole. Merci Nicolas. Je vais essayer de bien profiter de ces 2 minutes qui restent. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Je m'appelle Paola Acosta, je suis habitante de Nanterre. J'ai eu l'opportunité de participer au projet Inouï, surtout dans la phase de mise en place, quand on commençait à
à se rencontrer avec les musiciens d'ici de Nanterre et installer les projets. De mon point de vue, on collabore avec les musiciens habitants de Nanterre dans l'aspect de diffusion, c'est-à-dire que quand on est des artistes, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas mettre en place la musique, se produire soi-même, mais il y a tout un aspect de diffusion qu'on ne peut pas prendre en main. Du coup, je crois que les projets aussi rentrent un peu on collabore ensemble. Nous, on s'occupe plutôt, disons, de la diffusion et d'autres choses certainement, mais je crois que c'est comme ça qu'on travaille en équipe. Voilà, après cette expérience, je continuais à travers la présidence de la Fédération des associations de musique et danse traditionnelle, Tradamus. Je ne sais pas si on a les petites photos. Oui. Nous, on organise des ateliers, on pourrait dire, bon, si on dit des ateliers, ça ne parle pas trop, mais en gros, on est motivé pour générer des espaces où on peut, à travers la pratique de la musique et de la danse, générer des choses, juste générer un espace où il se passe beaucoup de choses, évidemment un apprentissage, c'est-à-dire on apprend des formules rythmiques, on apprend des choses, mais aussi c'est cet espace où je me suis aperçue où on se libère aussi. Il y a des choses qui se génèrent, mais aussi il y a des choses qui se cassent, surtout des a priori. On est tout d'un coup mélangé, par exemple, avec des gens qu'on ne passerait pas de temps facilement comme ça, des gens plus jeunes, des gens plus âgés, des gens qui maîtrisent, des gens qui ne maîtrisent pas. Et tout d'un coup, on est confronté à une autre façon d'être, tout simplement. Juste pour être là dans un moment d'apprentissage et de partage. On a aussi un autre projet, c'est la radio. C'est plutôt dans cette volet de diffusion. On fait une radio pour pouvoir diffuser les pratiques musicales, mais aussi pour en parler justement de toutes ces questions de comment on se définit culturellement, comment on est construit aussi à travers la musique et la danse. Et voilà, je veux juste ajouter que, bon, je l'ai dit comme ça rapidement, hein, mais ça m'a pris des années à me rendre compte, et surtout à travers la participation. Je crois qu'en faisant, on se réalise de beaucoup de choses. Dans mon cas, je me suis réalisée qu'en faisant, surtout pour le festival La Terre est à nous, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un festival ici à Nanterre. C'est plus qu'un festival, ce n'est pas juste des salles de spectacle, mais c'est sûrement un festival qui génère des espaces, des opportunités pour faire. Voilà. Et du coup, c'est en participant notamment à cette activité que je me suis rendu compte de l'importance de faire. Non? Ces droits à la ville, il faut les prendre aussi. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus ou moins évident quand on vient d'ailleurs, mais en tout cas, dans mon cas, ça a marché comme ça. Je veux dire, si je suis ici, je suis un de ces habitants des passages qui étaient évoqués tout à l'heure. Et du coup, voilà, si on est là, il faut aussi prendre ses droits de différentes façons. Dans mon cas, c'est la musique et la danse. Voilà, c'est tout. Bonjour à tous. Un grand merci aux organisateurs pour la rencontre, et surtout d'avoir pensé à l'actualité, parce que quand on ne voit pas comment on pourrait à la fois d'un côté ouvrir ce campus aux populations environnantes pour venir faire du sport, pour se promener le week-end, et puis en même temps fermer l'université à tous ces jeunes dans les quartiers. Alors, moi, je m'appelle Arnaud Exbalin, je suis enseignant-chercheur en histoire ici à Nanterre. Je suis spécialiste des villes coloniales au XVIIIe siècle, et je me suis engagé auprès d'un nouveau service qui vient d'ouvrir à l'université, qui s'appelle le service de la RSUDD, donc c'est responsabilité sociétale des universités et du développement durable. Alors, on est parti, en gros, en quoi ça consiste ? Ça consiste à articuler un lieu, l'université, avec son territoire environnant. En partant d'un constat, qui est le suivant, celui d'une coupure physique, alors bien visible, entre la ville et ses quartiers,
Et puis aussi d'un passif historique, il a été rappelé par le maire de Nanterre, une sorte d'opposition historique entre la ville et l'université qui était conçue au départ comme une simple projection de la Sorbonne sur un terrain militaire. Ce constat m'amène à deux questions toutes simples. Combien d'étudiants et d'enseignants connaissent Nanterre-Ville ? Et deuxième question, combien de jeunes des Provinces-Unies, du Petit Nanterre ou d'autres quartiers sont-ils inscrits ici à l'université ? Donc l'esprit est le suivant, c'est que l'université n'est pas seulement un lieu où l'on donne des cours et où on délivre des diplômes, mais l'université a une responsabilité sociétale qui dépasse les limites strictes du campus. Alors concrètement, je vous fais donc un retour d'expérience, puisque c'est ce qui était demandé. Ce service, donc naissant, a mis en place une petite opération qui pourrait s'apparenter pour certains à du greenwashing, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est l'implantation d'un rucher école. Une quinzaine de ruches ont été cédées à la suite d'un accord par la ville de Nanterre à l'université. Elles sont installées sur la butte qui se trouve entre la BU et le restaurant universitaire. Et en fait, ces ruches, alors c'est pas tellement pour produire du miel, même si on va en produire, mais c'est tout simplement, ça va devenir un support pour des formations et un lieu de rencontre et de formation pour travailler sur la transition écologique, à savoir qu'on est en train de monter un plan de formation pour faire venir des scolaires, aussi bien des primaires, des collégiens ou des lycéens, mais également pour y greffer dessus aussi des formations universitaires intégrées à des masters déjà existants en géographie ou encore en gestion, en économie solidaire. Donc ça concrètement, comment ça agit sur le territoire ? Eh bien, bon, il a fallu installer les ruches et puis il a fallu prévoir de la nourriture pour les abeilles. Donc, ce qui implique, par exemple, une gestion différenciée des espaces verts. Donc, il y a un plan qui a déjà été lancé de plantation de plantes mellifères, mais aussi, ça implique une tonte différenciée des espaces verts pour permettre donc aux abeilles de venir butiner en permanence. Donc, ça, c'est une première action concrète. J'en donnerai juste une deuxième pour terminer. C'est que le service de la RSU entend devenir une plateforme pour des projets collaboratifs et des projets, ce qu'on appelle des projets tutorés, qui sont inscrits déjà dans les maquettes, c'est en 3e année de licence. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, peut-être que certains d'entre vous y participent. Alors, moi, par exemple, je coordonne un projet qui s'appelle, un cours qui s'appelle Histoire en Action. Histoire en Action, c'est quoi concrètement ? C'est des projets qui sont montés de A à Z, en lien avec l'histoire, menés par des groupes d'étudiants, 2-3 étudiants, qui montent ce projet, financement, calendrier, recherche de partenaires et réalisation de l'action, qui se mènent hors des murs et en général avec des partenaires locaux. Alors, par exemple, récemment, on a fait une intervention à la Maison d'arrêt de Nanterre avec qui on travaille depuis plusieurs années sur un cours qui portait sur le massacre de la Saint-Barthélemy qui permettait d'une certaine manière de travailler sur une forme de déradicalisation. Et puis aussi récemment, ou encore l'année dernière, avec l'association Ziva, Mamadou va la présenter tout de suite, on a mené des visites historiques de hauts lieux patrimoniaux que, en général, les Nanterriens connaissent peu. Donc, avec Ziva, l'année dernière, c'était une sortie à Versailles. Donc, des étudiantes ont monté un projet de visite historique, ont organisé le transport, etc. Et ont travaillé en collaboration avec Ziva. Et puis, aujourd'hui, il y a 15 jours, on a fait une sortie avec des jeunes de Nanterre et de Colombes au musée de Montmartre, donc pour une initiation au mouvement de la Bohème, qui sont des musées qui coûtent cher à l'entrée et pour lesquels je pense que les familles qui se sont jointes n'auraient pas pu ou n'auraient pas eu le déclic d'y aller par eux-mêmes.
Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole. Bonjour, donc moi c'est Jeanne Demoulin, je suis postdoctorante ici au LAVU et ça fait quelques années qu'on mène des recherches-actions, recherches participatives avec des associations et aussi la mairie de Nanterre au Petit Nanterre. Donc Mamadou, je te laisse. Donc, bonjour à tous, Mamadou Diallo, directeur de l'association Ziva donc, au Petit Nanterre. Donc, je m'enchaîne. Donc, moi, je suis ancien habitant du Petit Nanterre, donc ça fait plus de 40 ans que j'habite le Nanterre et que j'habite le quartier Petit Nanterre. Aujourd'hui, j'ai déménagé, je suis centre-ville. Je me suis boboisé, je crois que c'est un nouveau terme qui est dans le dictionnaire là, depuis aujourd'hui. Et donc, effectivement, j'ai une certaine expérience de ce quartier et j'y dirige une association. Et je suis cofondateur d'une association qui est l'association Ziva, donc, qui a été créée en 1994 sur le quartier Petit Nanterre par des étudiants. À l'époque, on était étudiants, en tout cas 6 fondateurs, 6 habitants du Petit Nanterre, qui ont décidé un jour de s'engager justement pour prendre leur droit à la ville. Je ne connaissais pas cette notion il y a une heure. Donc, prendre leur droit à la ville, en tout cas s'engager pour leur quartier. Et s'approprier les choses quand, effectivement, on sait, il y a un certain nombre d'interventions sur ce quartier. Donc, quartier Petit Nanterre, c'est un quartier populaire, politique de la ville. Je crois qu'il y a 8000 habitants. Je parle sous le contrôle d'Aline Viau, qui est devant... ancienne agent de développement local qui connaît bien, qui présente très bien le quartier. Donc 8000 habitants, quartier politique de la ville. Historiquement, donc il y a un lien particulier avec l'université parce que effectivement le bidonville du Petit Nanterre venait grignoter ou l'inverse, parce que je crois qu'il était avant la construction de l'université, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a un lien fort en tout cas entre le quartier du Petit Nanterre et une proximité avec l'université. Donc c'est un quartier où il y a plusieurs cités qui forment il y a quatre grosses cités qui formaient le quartier du Petit Nanterre. Et aujourd'hui, les cités existent toujours, mais c'est vrai que le quartier a créé une identité un peu différente parce que l'identité qui était très marquée à l'époque, cité, Canibou, Pâquerette, Potager, etc., avec le projet de renouvellement urbain, c'est vrai qu'il y a eu un nouveau découpage un petit peu, et c'est vrai qu'il y a un peu plus d'intégration, et les gens se revendiquent moins d'habiter une cité, mais plutôt le quartier du Petit Nanterre. Donc nous, à Ziva, on fait de l'accompagnement à la scolarité, je ne l'ai pas dit, l'objectif, les deux objectifs principaux de Ziva, c'est favoriser la réussite éducative des jeunes, donc depuis CP jusqu'à Bac+, et de développer le pouvoir d'agir des habitants. Donc c'est à ce titre-là, notamment, qu'on a mené une recherche-action il y a combien, 3-4 ans maintenant, 2014-2015, donc avec Jeanne, et avec les partenaires du quartier, donc les centres sociaux, les associations, la ville. Et l'idée, c'était de réfléchir justement à comment les gens participent de leur destin et s'engagent pour changer leur quotidien, répondre aux problématiques qu'ils rencontrent sur les questions d'urbanisme, les questions d'éducation, etc. Et comment les gens participent, les habitants participent aux décisions, aux prises de décision, et que ça ne soit pas juste des politiques, des savants ou même des responsables associatifs, qui ont le savoir ultime et qui organisent la vie des gens. Je pense que les gens sont suffisamment informés et prêts aujourd'hui, en tout cas, à se mobiliser, à s'organiser. Et donc, on a voulu soutenir, effectivement, par cette recherche-action, cet engagement des habitants. Et on a réfléchi à partir d'actions concrètes. Donc, en fait, on mène dans des structures, là, j'ai parlé du centre social, le théâtre du bout du monde, etc., Ziva, et la ville de Nanterre, on menait chacun des actions qui étaient censées justement participer au développement du pouvoir d'agir des habitants. Donc, par exemple, nous à Ziva, on anime un samedi des parents, donc chaque premier samedi du mois, on réunit des habitants, donc volontaires, et on réfléchit avec eux sur les problématiques du quartier. Donc ça très concentré sur les problématiques éducatives, et en fait ensemble avec les habitants, donc on part d'une feuille blanche et ensemble on décide quels sont les constats, quels sont les besoins en termes éducatifs, leurs besoins, les besoins des habitants, les besoins de la population du quartier, et comment à la fois
à faire un constat et aller le plus loin possible dans le constat, mais surtout trouver des solutions ensemble. Donc des solutions très pratiques, très concrètes. Donc on a vu le Samedi des parents donner naissance à 2 associations de parents d'élèves. Il a travaillé aussi sur le renouvellement ou le non-renouvellement des enseignants. Donc il y avait des classes où on n'avait pas de remplaçants d'enseignants pendant plusieurs mois. Et donc il fallait organiser en tout cas une mobilisation pour aller interpeller les pouvoirs publics et dire à l'éducation nationale pourquoi dans notre quartier il n'y a pas d'enseignants face aux enfants. Et donc il s'agit de se réunir, de s'organiser, de faire une lettre ouverte au gouvernement, l'éducation nationale, de faire une pétition, de se mobiliser avec le soutien de la ville et avec différentes associations de parents d'élèves pour pouvoir avoir une réponse à cette question-là. Donc des réponses, on en a eu, positives. Donc on continue ce mouvement-là. Donc chaque premier samedi du mois, on se réunit. C'est de plus en plus ouvert et en fait, on travaille aujourd'hui beaucoup avec les établissements scolaires et notamment l'école des Pâquerettes, donc qui est une des écoles primaires et élémentaires plus particulièrement du quartier. Et donc l'idée, c'est d'intégrer le plus d'habitants possible et de pas se mettre au niveau des habitants, prendre le temps d'écouter, de discuter, de comprendre quels sont les leviers qui participent de la participation qui participent de l'engagement des habitants. Pardon. Donc voilà un petit peu. Et donc la recherche-action, j'y viens. J'en ai jamais parlé. J'y viens. La recherche-action, en fait, elle a consisté à analyser tous ces... donc le Samedi des parents en particulier, mais pas que. Le conseil de quartier organisé par la ville de Nanterre, les différentes instances, le café culturel du centre social, etc. Et de comprendre comment ces espaces contribuaient ou pas à l'engagement, à la participation, au développement du pouvoir d'agir des habitants. Donc les conclusions étaient que effectivement, on faisait un petit bout de chemin dans ces instances-là, mais qu'on manquait encore d'un certain nombre de moyens. Donc on a conclu qu'il y avait une nécessité notamment d'avoir un intervenant communautaire qui pourrait justement permettre de développer le pouvoir d'agir des habitants en allant à leur contact, en mobilisant les engagements qui sont des fois diffus. Il y a des communautés qui se font en dehors des engagements communautaires qui se font en dehors de nos structures. Et donc l'idée, c'était d'identifier tous ces engagements et de pouvoir accompagner les habitants dans leur parcours et dans leur mobilisation collective. Donc voilà un petit peu. C'est bien. Attends, je voulais dire autre chose aussi. Tu m'avais dit de dire qu'on n'était pas content parce que les pouvoirs publics n'avaient pas forcément soutenu, en tout cas jusqu'au bout la démarche, et qu'il y avait effectivement la limite qu'on a tout le temps, c'est ça, c'est cette limite de moyens. Donc on mène des recherches et après, effectivement, il faut qu'il y ait des relais, notamment au niveau des pouvoirs publics. Donc il y en a un petit peu, mais ça ne suffit pas pour aller plus loin. Et je pense que il faut le dire, il faut le dénoncer. Voilà. Oui, c'est ça, que du coup, là, on parle des liens université et recherche, mais que ça va au-delà, c'est pas juste université et association, etc., mais c'est pas que ces 2 acteurs qui sont impliqués, quoi, et que du coup, faut voir aussi comment les autres acteurs qui sont partie prenante des actions arrivent ou non à s'impliquer, à donner suite, quoi. Et depuis, juste en 2 minutes, si j'ai 2 minutes. Oui. D'accord. Et depuis, donc, on a poursuivi avec on est en train de poursuivre avec une recherche participative qui s'appelle Pop Art, les quartiers populaires au prisme de la jeunesse, avec un certain nombre de personnes qui y participent, qui sont présents dans la salle. Donc c'est une recherche qu'on mène sur 10 territoires dans le Grand Paris et qui est pas là une recherche-action proprement dite, qui vise à travailler en fait avec des groupes de jeunes, d'une dizaine de jeunes sur chacun des quartiers, pour renouveler le regard sur les quartiers populaires. Et c'est une recherche qui se déploie dans une dynamique, là aussi, de pouvoir d'agir ou d'empowerment. Enfin, après, on n'utilise pas forcément tous les mêmes termes. Mais l'idée, c'est que les jeunes arrivent à produisent un discours sur leur quartier et que le lien avec l'université permette aussi de rendre audible ce discours et de construire ce discours peut-être différemment de ce qui a été l'habitude. On a lancé vraiment le travail avec les jeunes et du coup, ce qui nous font beaucoup remonter, c'est le fait que via la recherche, on ouvre des espaces de débat en fait qu'ils n'ont pas ailleurs.
forcément, et qui peuvent du coup s'exprimer sur certaines choses qu'ils ne feraient pas à l'école, qu'ils ne font pas dans leur famille, qu'ils ne font pas avec leurs amis. Et cette recherche qu'on est en train de mener, en fait, on n'aurait pas pu la mener juste entre universitaires et arriver dans les quartiers et dire donnez-nous des jeunes qu'on discute avec eux. Enfin, c'est une recherche qui est vraiment construite sur chacun des quartiers en partenariat avec les structures locales. Donc là, au Petit Nanterre, avec Ziva, avec le Théâtre du Bout du Monde et avec le club de prévention, le GAO. Donc on a un groupe de jeunes, un peu avec des jeunes qui étaient plus ou moins proches de ces trois structures. Et du coup, on construit la méthodologie en partenariat à chaque fois. Donc du coup, là, ça permet... sur le premier temps, on était un peu sur une dynamique de travail avec les habitants de manière large, et puis sur une réflexion autour des pratiques des professionnels du quartier, de comment les professionnels font et peuvent participer à ce droit à la ville, même si effectivement on n'utilisait pas spécialement ce terme. Et là, on est plutôt dans une dynamique avec les jeunes, quoi, et comment on travaille avec les jeunes. C'est bon, bonjour à tous. Donc Jean-Luc Guinaud, je travaille à la direction, je travaille au conseil départemental des Hauts-de-Seine, je travaille à la direction de l'éducation et de la citoyenneté, et j'ai passé 20 ans dans cette belle université. Que j'ai quitté il y a quelques mois seulement. Donc je vais vous parler d'un projet que j'ai mené, qui s'appelle le projet Kairos, qui est repris maintenant par la responsabilité sociétale des universités et du développement durable. Je viens de l'anthropologie, en réalité. Ma formation de base, c'est l'anthropo. Et puis ensuite, je suis devenu ingénieur. Je suis devenu ingénieur syndinicien. Vous savez tous ce que c'est que les syndyniques, bien sûr. Vous ne savez pas, hein. Syndyniques sont les sciences du danger. Voilà. Les sciences du danger sont les sciences qui contribuent à l'étude du danger. Voilà. Bon, on n'est pas beaucoup dans le monde à faire ce genre de travail, mais voilà. Et je suis arrivé ici, donc j'ai passé 20 ans ici à peu près, et je suis arrivé ici dans les années 2000, au tout début des années 2000, où on était dans une situation très particulière, puisque le niveau de délinquance et de violence sur le campus était assez incroyable. On était à 180 agressions par an sur ce campus, il y avait des viols chaque année, etc. Et on était dans une situation très très particulière. Et la seule solution qui avait été trouvée à l'époque, c'était de fermer le campus. C'était de mettre des grilles autour du campus, comme certains de nos collègues l'ont fait. C'est que certains de nos collègues, dans des universités que je ne nommerai pas, ont fermé le campus, ont mis des grilles autour, etc. Et ça m'a interrogé. Je me suis dit, tiens, des universitaires en sciences humaines qui veulent s'enfermer pour travailler, c'était toujours intéressant à étudier. Et je me suis dit, et donc j'ai proposé mes services presque ici, c'était intéressant. Et donc, plutôt que de mettre des grilles, j'ai proposé qu'on fasse venir les délinquants sur le campus. Donc ça n'a pas été bien pris tout de suite. On a créé une farce parce qu'on m'a dit non mais c'est pas possible. Les gens qui nous posent des problèmes, on ne va pas les faire venir. Or, j'ai toujours pensé qu'une université, s'il y a bien un endroit où on peut gérer ce genre de problème, c'est dans une université, car on en a les capacités et les compétences intellectuelles pour le faire. Et donc, je suis tombé sur un président d'université à l'époque qui s'appelait André Legrand, qui est un monsieur qui avait les idées larges. Il avait les idées larges et il m'a soutenu. Et j'ai été soutenu heureusement pour moi, par quelques grands professeurs de cette université qui m'ont dit, parce qu'ils l'écrivaient eux-mêmes dans leurs livres, mais ils avaient du mal à le mettre en pratique, qui disaient, effectivement, on pense que c'est la bonne chose, que c'est la bonne solution, mais effectivement, ça va nous prendre du temps et on ne sait pas forcément comment faire. Donc, on a mis en place le projet Kairos comme ça, donc je vais faire vite. L'idée, c'était aussi pour moi de vérifier deux théories. Première théorie, les violences sont tous des souffrants. Et si on joue sur la souffrance, on peut diminuer la violence, premièrement. Deuxièmement, ce souffrant, ce violent, si on le met dans un univers riche et sécurisé, durablement, enfin de façon plutôt prolongée, on peut modifier son comportement. Voilà. C'était ça. Et puis troisièmement, c'était, je pense qu'on peut le faire sans pognon et sans argent. Et le projet Kairos n'a jamais rien coûté à l'université en 12 ans, enfin oui, en 12-13 ans où je l'ai mené. Pas un centime. Voilà. Tout ça, on peut le faire sans argent. Voilà. Donc le projet Kairos, c'est quoi? C'est on prend contact avec la protection judiciaire de la jeunesse, qui gère les mineurs délinquants. On prend contact avec le SPIP, qui gère les majeurs délinquants.
Et on leur dit, voilà, nous on veut bien récupérer les gens qui sont en tige, on veut bien récupérer les gens qui sont en mesure de réparation, et on veut bien leur faire faire les mesures de réparation ici. On contacte les établissements scolaires, on leur dit les mesures de responsabilisation, ou de responsabilité, je ne sais plus comment on dit, plutôt que de les exclure, etc., envoyez-les à l'université, on passe des accords, on passe des conventions, et on les récupère. Alors on les récupérait sur un temps, sur 3 axes. Le premier, c'était la découverte des métiers. Il y avait 15 métiers possibles à l'université qu'il était possible de voir, d'étudier. Mais derrière, c'est quoi le travail? Ça sert à quoi de travailler? Pourquoi on travaille? Il y a du plaisir dans le travail, il y a du déplaisir dans le travail, il y a de la souffrance dans le travail, il y a toute une réflexion derrière qu'on peut tout à fait avoir avec des gamins de 13 ans, je vous l'assure. Ensuite, c'était le sport. Le sport, c'était la question de Spinoza derrière. C'est que peut le corps? Que peut le corps? C'était intéressant. Que peut le corps? Un corps, ça peut arracher un sac à main, mais avec un corps, on fait l'amour aussi. Avec un corps, on fait plein de choses. Okay, donc, que peut le corps? C'est une des réflexions derrière également. Et puis, après, c'était la culture. On est dans une université multiculturelle. Bien évidemment, la culture telle que l'a définie Nicolas tout à l'heure, elle était, voilà, c'est exactement ça. C'est à quelle culture j'appartiens, dans quelle culture je veux vivre, etc. etc. Et donc, c'est surtout sur ces 3 axes. Ces jeunes gens étaient accueillis par des étudiants. Vous aviez entre 12 et 15 étudiants qui travaillaient avec nous chaque année. Vous aviez des enseignants, entre 5 et 6 enseignants qui travaillaient chaque année, et vous aviez une quinzaine ou une vingtaine de membres du personnel technique administratif qui travaillent avec nous chaque année. Donc c'est l'ensemble qui réceptionnait ces jeunes et qui les faisait travailler sur ces 3 axes-là. On a eu à peu près 320 jeunes en 12 ans qui nous ont été confiés. L'idée était la suivante. L'idée était de dire, on se sert du moment où on nous les met, c'est-à-dire on nous les met 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et l'idée c'est de les faire rester derrière. Donc certains sont restés 2 ans, 3 ans avec nous. Et ils travaillaient avec les étudiants sur des thèmes bien précis. On a travaillé sur des trucs aussi étonnants. Alors, dans mon domaine d'activité, parce que je n'allais pas les faire travailler sur des trucs que je ne connais pas, mais par exemple, un jour, on a travaillé sur le retournement des poussettes. C'est ce que c'est le retournement des poussettes. Moi, j'ai 58 ans. Quand j'étais gamin, ma mère, elle me promenait dans une poussette, je voyais ma mère. Vous voyez? Et puis, dans les années 70, il y a un courant socio-éducatif qui a dit oh, finalement, on est en train de former des chochottes, là. Ce qui va se passer, c'est que les gamins, on va les retourner et il faut qu'ils aient le monde devant eux. Il faut qu'ils puissent voir le monde, etc., etc. Et on va en faire des guerriers. Et une des étudiantes qui travaille avec moi s'est dit, mais finalement, ça, c'est une première violence que l'on impose aux enfants, finalement. Et cette première violence, c'est vrai que quand vous prenez le RER à 6h du matin, les bébés, vous voyez bien que les mères essayent de les protéger, parce que c'est horrible ce qu'ils peuvent voir. Et c'est vrai, franchement. Et donc, on a travaillé comme ça, et on a deux petits qui ont travaillé avec nous. On s'est rendu compte, par exemple, qu'en Russie, ça n'avait pas été fait. Alors on se dit, dans les années 70, en Russie, que ça ne se fasse pas, c'est normal. Mais après, on s'est rendu compte que c'était les babouchkas qui avaient refusé, c'est les grands-mères russes, qui avaient refusé de le faire pour ça, etc., etc. Et donc, on est parti en Russie, on a été invité par l'université de Saint-Pétersbourg, on a fait tout un travail, on a emmené les gamins. On a fait tout un travail intéressant comme ça, vous voyez. Et donc, voilà comment le projet Kairos s'est mis en place. Il a été très intéressant. On est passé de 180 ingressions en 2000. Et quand je suis parti, il y en avait 0 sur ce campus. Voilà. Donc, on a énormément de données à travailler encore. On a énormément de choses. J'ai encore au moins 3 ans de travail sur tout ce qu'on a récupéré, sur toutes les données qu'on a extirpées, etc. Et on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait aussi aller dans un endroit où il se retrouvait, c'était la maison d'arrêt. La maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, on est peut-être la seule université de France à être juste à côté d'une maison d'arrêt. Il y a quelque chose qui est intéressant entre les deux. Il y a un passage là qui est intéressant. Puisqu'on parle de souffrance, il y a beaucoup de souffrance de l'autre côté aussi. Et on s'est dit à un moment donné, il faut qu'on y aille. Donc il y a fait 10 ans, j'ai à peu près une dizaine d'années, je suis allé à la maison d'arrêt. On a commencé à travailler avec les détenus sur un autre projet qui s'appelle Socrate dans les quartiers. Et donc, comme son nom l'indique, on y fait de la philo, on y fait un peu de socio, mais pas moi, mais Monduquette. Et puis, on y fait également on y fait plein de choses intéressantes qui permettent d'alléger la souffrance pour diminuer la violence. Et là aussi, on essaye de voir un peu comment est-ce qu'il est possible de faire. Pardon. Je passe à Monduquette tout de suite. J'ai combien de temps 1 minute. Bonjour, je m'appelle Monduquette. Ok. Alors, bonjour, donc je m'appelle Monduquette Ndiaye. Je suis un ancien étudiant en sociologie. Je revois des camarades sociologues
parmi les invités, et notamment un professeur. Bonjour. Alors, j'ai travaillé autour de sujets comme les parcours de jeunes radicalisés ou encore les pratiques de sociabilité dans une mosquée du sud des Hauts-de-Seine. Je fais partie également de l'association Rond-Point Film, association de jeunes cinéastes amateurs avec lequel j'ai réalisé un film sur la djihadisation d'un jeune de quartier populaire. Au niveau municipal, je suis conseiller local de la jeunesse de la ville de Bagneux. Donc j'organise des événements citoyens comme des échanges internationaux ou des réflexions autour de problématiques sur la ville. Fort de cette expérience associative et citoyenne, c'est tout naturellement que j'ai rejoint le projet Kéros. L'initiative m'a été présentée par Jean-Luc après une séance de self-défense, comme si déjà un lien entre la lutte pour la solidarité et la connaissance des méthodes de défense personnelle était lié. Car plus que jamais, le droit à la ville est un sport de combat qu'il est un devoir de pratiquer. J'ai été amené à perpétuer le projet Kéros qu'organisait l'université avec la maison d'arrêt de Nanterre. La forme qui avait été choisie était celle d'un atelier philo, dans lequel les détenus pourraient réfléchir ensemble autour de la souffrance, celle qui pouvait mener à l'incarcération, celle qu'on exprimait en maison d'arrêt et comment la prendre en compte pour la soulager. Pour ce faire, nous avions instauré un cadre de discussion libre. Lors des premières séances, nous avions réfléchi à un programme commun sur lequel nous travaillerons sur environ un semestre. La thématique lancée, la petite quinzaine de participants pouvaient prendre la parole librement et exprimer son point de vue. Nous poursuivons par un cours théorique sur les sujets traités. Ça pouvait être l'amour, le mariage, le racisme, la violence sociale. Remarquant le formidable attrait pour la prise de parole en public de l'atelier philo, pour l'anecdote, vous avez plusieurs cours qui se passent en même temps. Vous avez notamment des gens qui sont en reprise d'études, donc qui passent un bac français ou optique. Je crois qu'il y a l'optique à la maison d'arrêt. Le lapsus, c'est pas mal, maison d'arrêt. Il y a des élèves du coup qui venaient. Je dis mais excuse-moi, t'as pas français toi? Il me dit si, mais je vais pas, je préfère venir à ton cours. Donc je proposais aux participants d'aborder les sujets de cours au travers de débats d'opposition pour-contre. Ainsi, après une initiation à l'argumentation et la rhétorique, nous avons mis en place des joutes oratoires. En mobilisant les connaissances acquises lors des séances précédentes et l'expérience des différents parcours des détenus, nous avons pu créer de véritables groupes de réflexion, de petits laboratoires où des experts pouvaient soulever les problématiques du milieu carcéral et en proposer même des solutions. En parlant d'experts, c'est bien des détenus dont je parle, triplement experts même. Par leur expérience du milieu carcéral, par leur spécialisation professionnelle et par leur rôle d'acteur social. Car quoi, dans quel autre endroit un agrégé de philosophie, un ingénieur en électronique et un petit entrepreneur néolibéral de 20 ans, spécialisé dans la revente de stupéfiants, peuvent se rencontrer et collaborer ensemble? À la maison d'arrêt, c'est possible. Cela est permis et cela est rendu possible d'abord, et je dois l'en remercier, par la bienveillance de l'administration pénitentiaire, mais aussi parce que la ville a cette formidable capacité à produire, mobiliser et faire intervenir des acteurs sociaux dans des espaces où les institutions étatiques sont arrivées au bout, que ce soit par manque de connaissances, de volonté ou de moyens. Le droit à la ville, c'est aussi le droit à l'acteur social de s'immiscer dans les espaces poreux, interstitiels comme les maisons d'arrêt, rencontrer les citoyens oubliés, comme les détenus, qui sont par cette logique même, eux aussi des ayants droit. Merci. Merci à tous. Merci pour toutes vos interventions. Et je suis particulièrement contente de laisser à Magali la lourde tâche. Ouais. Alors on a commencé un petit peu en retard, mais on peut se dire un retour à la fois de croisement de tout ce qu'on a entendu en lien avec le droit à la ville. Et puis, quelques questions, mais rapides, s'il y en a, avec la salle. Parce qu'on propose aussi de garder un temps, d'ouvrir le débat en deuxième partie avec toute la salle. Donc, un petit temps de réaction-discussion, petit temps de questions, tout très vite. Okay. Merci Camille. Donc, effectivement, c'est vrai que la tâche est ardue. Moi, je resterai quand même sur ces belles définitions que tu nous as données, Mandioquette, du droit à la ville. Sport de combat, s'insérer dans les interstices poreux où se trouvent les personnes parfois les plus exclues du pouvoir. Et finalement, vos expériences, même si elles ne se reconnaissent pas, elles ne se nomment pas du droit à la ville a priori, à mon avis, elles font sens dans ce droit à la ville. Elles le convoquent
parce qu'elles remettent en fait tout simplement la question des personnes, des gens au cœur de la façon de faire la ville. Et c'est vrai que ce que disait Lefebvre, c'est qu'il disait qu'il y a un fait urbain, il y a un phénomène urbain, on constate la ville, mais la question, elle pousse. Moi, c'est vrai que j'ai vécu à Nanterre, j'ai étudié à Nanterre, j'ai travaillé pour la ville de Nanterre. Peut-être je serais nantérienne, nanterroise, et je ne suis pas sûre qu'il y ait tant d'opposition que ça, d'ailleurs. Et en fait, là, je revenais ce matin, après 3 ans d'absence, et le quartier a complètement été reconfiguré. Enfin, on est complètement perdu. Donc, on est mis un peu devant le fait accompli dans cette façon dont se fait la ville. On se fait la ville par des promoteurs, par des projets urbains, on bétonne. Et finalement, on se pose... La question centrale du droit à la ville, à mon avis, c'est pour qui on fait la ville, qui l'a fait et pour qui. Et ça, la recherche et la recherche-action dans toutes vos expériences sur des sujets absolument cruciaux aujourd'hui de comment et pour qui on fait la ville, sur ces enjeux des pratiques culturelles, et de la reconnaissance des droits culturels, sur ces enjeux de la sécurité, de développer d'autres approches qui remettent effectivement l'humain au cœur. Comment est-ce qu'aujourd'hui on lutte, on n'est pas que dans la vidéosurveillance, la présence policière, les barrières, mais qu'on travaille à partir de l'humain, des parcours de vie, cette question de l'insécurité. Aussi la question du pouvoir d'agir des habitants. Tout ça, finalement, c'est des sujets cruciaux qui font les villes, mais que ceux qui font la ville, pas les bâtisseurs, les promoteurs, ceux qui font la ville, les collectivités, les associations, ceux qui font la ville au sens du commun, n'ont peut-être même plus le temps de se poser. Et c'est ça qu'essayait d'ailleurs, je pense, de dire Lefebvre, quand il disait que la ville, c'était le fait urbain et qu'on n'avait peut-être même pas la capacité de la penser, qu'on était en retard sans arrêt parce qu'on pensait l'ère urbaine avec les lunettes de l'ère industrielle. Et je trouve que depuis 68, en 50 ans, on n'a pas tellement évolué. On continue à penser la ville après coup et il y a une sorte d'impensé dans la façon dont on fait la ville. Et justement, ces projets dont vous êtes porteur, ces projets qui mettent l'humain au cœur de la façon de faire la ville, ces projets qui développent l'analyse critique dont on a grossièrement besoin, sont à mon avis des projets qui s'inscrivent pleinement dans le droit à la ville et qu'il faut relier entre eux. Alors évidemment, parce qu'en plus ils permettent aussi de problématiser la ville souvent, et je peux me permettre de le dire pour avoir travaillé en collectivité, on a des moyens il faut travailler toujours, on est dans l'injonction de faire. Il faut faire avec des moyens de moins en moins, de plus en plus contraints. Il faut faire avec une décentralisation de plus en plus restreinte aussi, parce que dans mon cas, et je parle sous le contrôle de Boualem Benkelouf, qui est l'adjoint à la démocratie participative à Aubervilliers, et qui est dans la salle, c'est pas nous qui la faisons, la ville à Aubervilliers. On est dans une ville de tension, avec une métropole du Grand Paris qui quelque part colonise, c'est vraiment un terme de colonisation, sa banlieue, qui s'étend parce qu'il y a des projets d'infrastructure, parce que parfois c'est Grand Paris Aménagement, parfois c'est l'État, avec des conditionnalités de l'ANRU qui sont quand même très inquiétantes. On ne sait même pas encore, là c'est en train d'évoluer, mais c'est souvent l'État qui impose ces règles. Où sont les habitants là-dedans? Où est-ce qu'il est le pouvoir d'agir? Comment est-ce qu'on analyse de façon critique et qu'on arrive à sortir du faire? C'est vrai que dans des villes, notamment les villes de Seine-Saint-Denis, cette injonction de faire, on est beaucoup sous la pression des habitants aussi. Il y a des problèmes de déchets, de cadre de vie, de quotidien qui se posent. Et on n'a même plus le temps, en fait, de penser. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, absolument tisser ces partenariats, pour réfléchir ensemble, mais aussi pour remettre l'université dans un cercle vertueux du commun. Parce qu'à l'heure où depuis Bologne et depuis tous ces processus de réforme des universités, et on a atteint un paroxysme, d'ailleurs je me permets de faire un petit clin d'œil à saluer les luttes des étudiants et des enseignants de Nanterre contre la loi Auré, à l'heure où finalement il y a une sorte de volonté de capter toute la ressource scientifique au profit du secteur privé, c'est-à-dire il faut professionnaliser, il faut chercher des débouchés professionnalisants pour les étudiants.
eh ben, je crois qu'on a une responsabilité autour du droit à la ville de capter ces ressources universitaires, de capter cette recherche au service des habitants, au service des collectivités, au service finalement du champ du commun qui se rétrécit de plus en plus face à des phénomènes de privatisation, de financiarisation de la ville. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans tous ces projets, c'est que finalement, ils permettent de soutenir la légitimité de ce pouvoir d'agir des habitants. Et je crois que ça a été bien dit, Mamadou, tu as parlé de l'appropriation. Ça se prend, le droit à la ville. Et en ce sens-là, ce n'est pas un droit reconnu, c'est encore une lutte. Et d'ailleurs, comme disait Lorena Zarate, ce n'est pas la lutte de tous les droits. C'est un changement de paradigme de comment est-ce qu'on remet les habitants, l'humain, le commun au cœur de cette fabrique urbaine, dans un rapport de force qui nous est quand même, qui est largement contraire au commun. Et aujourd'hui, je crois que si on loupe le coche de justement remettre au service du commun ces ressources universitaires, ces ressources du service public local, qui est en difficulté de penser de nouveaux paradigmes, on va continuer à se faire bouffer par cette financiarisation, cette privatisation de la ville. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on trouve de nouvelles formes d'alliances pour défendre ce droit à la ville, ces villes du bien commun. Et quand on a travaillé sur la conférence Habitat 3, parce que je viens de Barcelone où j'ai travaillé pour CGLU, et avec la plateforme globale pour le droit à la ville, avec des chercheurs, avec des pouvoirs locaux, entre guillemets progressistes, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un pouvoir local progressiste, c'est vrai qu'il y a des contradictions dans l'exercice du pouvoir local, mais on a défendu cette question du droit à la ville dans les négociations internationales. Et on a essayé d'amener une définition du droit à la ville, parce qu'évidemment, pour un négociateur américain ou même européen, c'est pas très concret. Qu'est-ce que c'est le droit à la ville? De faire tout ce cheminement d'Henri Lefebvre. Donc on a essayé d'amener la définition du droit à la ville, comme le droit de faire les villes pour et par les gens, de façon un peu plus complexe, mais, et de faire reconnaître les villes comme un bien commun. Il y a eu un tollé général, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à inscrire cette notion de la ville comme un bien commun. On s'est fait censurer par les États-Unis, par le Japon, le Canada et l'Union européenne, qui n'ont absolument pas voulu reconnaître que la ville était un bien commun. Donc il y a une mention pour la première fois dans un texte international du droit à la ville. C'est bien, une référence, mais aujourd'hui, on n'a pas eu cette reconnaissance. Et comme tu disais, Agnès, on parle surtout des villes pour tous. Mais moi, je dirais qu'il n'y a qu'un pas entre les villes pour tous et les villes pour chacun. Comme défendait d'ailleurs hier Macron, la France pour chacun. Et moi, je trouve que là, il y a quand même un glissement, de terminologie qui est très inquiétant dans cette idée de pour tous, pour chacun. Finalement, on perd de plus en plus l'idée du commun. Voilà, pardon d'avoir été si longue. Ça m'a beaucoup inspiré vos expériences. J'aimerais vraiment qu'on approfondisse et qu'on continue à se mettre en réseau, tisser ces alliances et remettre les habitants au cœur du projet. Merci Magali. On peut peut-être, si vous êtes inspiré, prendre juste une série de questions par rapport aussi pour entamer la discussion avec les intervenants qui nous ont quand même tous présenté leur projet. Et ensuite, on passera à la question du rôle de l'université. Et à ce moment-là, Victor et moi-même, on prendra la parole tous les deux côte à côte. Je sortirai un petit peu de ma posture de co-animatrice et on pourra me tendre le petit papier 1 minute. Mais avant de passer à cette question du rôle de l'université et les mobilisations actuelles, est-ce que la salle a des questions? Est-ce que vous avez des réactions ou des commentaires, des discussions à propos de tout ce qui s'est dit là pendant la première heure, les premiers 3 quarts d'heure? Merci, bonjour. Moi j'ai une question en fait, parce qu'on parle de recherche-action et du lien entre les quartiers populaires et puis l'université, mais il y a aussi beaucoup comment sur les apports en fait de l'université ou sur les liens qui existent,
il y a des effets, certains auteurs parlent par exemple d'effets de laboratoire dans certains quartiers populaires. Et du coup, la question c'est, il y a aussi énormément de quartiers populaires en fait où des universitaires ne vont jamais. Et du coup, je ne sais pas si vous avez des retours sur ces questions-là, si ça fait partie des questions à travers vos projets ou vos expériences que vous êtes posées en fait. D'autres questions ? Moi, j'avais une question au niveau un peu méthodologique, parce qu'il est peut-être un peu dans la continuité de de l'intervention précédente. Ouais, d'accord. David de Grenoble. Moi, en fait, la question, c'est au niveau méthodologique. Comment vous gérez la question de la complémentarité des types de savoirs et comment, du coup, c'est pas juste de changer le comportement des gens. Moi, personnellement, mais j'ai peut-être mal compris comment vous vous êtes exprimé, mais c'est comment la reconnaissance des savoirs vécus et des gens, en fait, il n'y a pas de jugement de valeur, et du coup, comment ça interroge la question du fameux universalisme, en fait, du savoir dans l'université occidentale, qui est un lourd sujet, un sujet important, parce qu'elle pose la question de comment on fait émerger des savoirs post-coloniaux et pas simplement une reproduction du vieil héritage du savoir occidental produit dans les universités, universaliste, qui viendrait surplomber et écraser l'ensemble des autres savoirs qui sont produits en fait dans la vie quotidienne par les uns et les autres. Et du coup, du point de vue méthodologique, dans vos approches, dans vos recherches-actions, quelles sont les pistes que vous avez élaborées pour pouvoir pas juste superposer des points de vue et du coup de faire un collage de différents registres, comme on fait souvent en prenant par exemple des citations et puis en cherchant à les analyser, qui sont souvent juste du collage, mais une véritable hybridation et du coup l'émergence d'un savoir qui sera un savoir nouveau, détaché des vieux monstres en fait, qui sont véritablement des monstres qui sont cachés dans le savoir, notamment en Occident. C'est bon ? Pierre Gineste, je viens ici parce que j'habite un quartier populaire dont la plus grande partie est quartier prioritaire aussi, donc à Carrières-sur-Seine, c'est pas bien loin d'ici. J'ai bien entendu tout un ensemble d'expériences qui ont été retraduites, qui me semblent relever surtout de la question de la culture, du savoir-être, etc. Je voudrais revenir peut-être à des choses peut-être plus basiques, c'est-à-dire concrètement dans un quartier, il y a des histoires de logement, il y a des histoires de loyer, il y a des histoires, etc. Alors de services publics ou de services, etc., qui régressent ou qui progressent. Alors, je voudrais aborder la question, enfin poser la question à partir de ce qu'est un conseil citoyen. Bon, normalement, dans les quartiers prioritaires, il y a des conseils citoyens. D'ailleurs, je sais pas, je crois que j'ai vu que c'était des conseils de citoyens. Enfin, bon, peu importe. C'est comme Nanterrien ou Nanterrois. Bon, est-ce que dans ce que vous avez étudié, la question de qu'est-ce qu'amène de concret par rapport donc aux quartiers populaires et quartiers prioritaires, qu'est-ce qu'amène la structure conseil citoyen? Est-ce que c'est, à votre avis, positif? Est-ce que ça développe un certain nombre de choses et donne de l'empowerment, enfin donne du pouvoir un peu aux habitants? Merci. Donc, 3 questions. Je crois qu'il y a Jean-Luc qui a proposé de prendre la parole, puis Arnaud et... tous.
Alors la première et la dernière, je les ai oubliées, mais c'est la vôtre, monsieur, qui m'intéresse. Oui, merci. C'est la vôtre, monsieur, qui m'intéresse parce que, effectivement, la coéducation, moi, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, j'y étais parti sur un principe où, effectivement, on est le sachant, on enseigne, on remplit un seau, en gros. Et puis, rapidement, je me suis rendu compte, y compris avec les plus jeunes, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'effectivement, il y avait des échanges qui étaient possibles, et il y avait des échanges très fructueux qui étaient possibles. Et on s'en est vraiment rendu compte à la maison d'arrêt, je pense que Moudouket sera d'accord avec moi, on s'en est vraiment rendu compte avec des personnes... on s'est vraiment rendu compte que l'éducation, c'est aussi un problème de temps. Et que si on laisse le temps aux gens pour pouvoir travailler... ils sont capables de faire des choses assez étonnantes et de nous faire des retours assez incroyables. Le niveau des personnes que nous avons à la maison d'arrêt, Moudouket citait un agrégé de philosophie qui était là-bas, effectivement, mais ce n'est pas la majorité. La majorité sont des gens qui ont un niveau de 3e et qui sont capables de tenir des discours et capables de tenir des discussions et d'avoir des niveaux assez étonnants qui sont loin du niveau de 3e. En gros, la délinquance tient le scolaire en état, mais elle ne tient pas l'intelligence en état. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens évoluent énormément par le rapport avec nous et par l'échange qu'ils ont avec nous. Et on apprend autant qu'eux, finalement. Et pourquoi nos relations sont plutôt bonnes avec tout le monde là-bas? C'est parce que, justement, ils ont parfaitement compris, on les met à l'aise tout de suite, c'est qu'il y a véritablement un échange. Et ils ont autant à nous apprendre qu'on a à leur apprendre. Ils ont énormément de choses à nous apprendre. Et finalement, on leur donne des outils pour le faire. Là, par exemple, je vous donne un exemple. On est parti sur le principe. On s'est dit, les détenus, finalement, que l'on a en face de nous, pour qui on a de l'amitié, souvent, on peut le dire très clairement. Il leur manque une chose, souvent, c'est de pouvoir avoir la technique de l'expression. La seule arme qu'ils ont à leur disposition, c'est la parole. Si cette parole, elle est mal faite, il peut y avoir une incidence sur le jugement. Si la parole, elle est mal faite ou elle est mal dite, il peut y avoir une incidence, même avec leur avocat, ils ont du mal à se comprendre. Donc on s'est dit, tiens, il faut qu'on trouve une solution pour qu'on puisse leur enseigner l'art de la rhétorique, par exemple, ou l'art oratoire. Là, vendredi dernier, j'étais à la maison d'arrêt et on va monter une équipe de détenus qui, dans un mois, je vous le jure, sera capable de rivaliser avec les étudiants de Sciences Po dans un duel de rhétorique. Et dans un duel, mais c'est sûr, c'est certain. Leur niveau est assez étonnant, à vrai dire. En fin de compte, si on laisse le temps aux gens, voilà comment on procède avec Moudouket. On fait une chose très simple. On leur dit à l'avance le cours qu'on va faire. On leur donne les éléments pour étudier. C'est-à-dire, on leur dit, voilà, à la bibliothèque, vous avez tel livre, tel livre, tel livre. Ils ont le temps de s'en imprégner, de regarder. Et on fait notre cours après. Je vous assure, ça n'a rien à voir. En fin de compte, c'est un échange. On n'est plus dans le cours classique tel qu'on peut le voir à l'université, etc. On est vraiment dans l'échange. Et la leçon à en retirer, c'est qu'on a tous quelque chose à apprendre, et ils ont des choses à nous apprendre. Et ils sont hyper contents de nous apprendre des choses, en réalité. Hyper contents. Et donc, c'est un échange qui est très, très fructueux, qui est très intéressant. Et il faut creuser véritablement là-dessus, parce que je pense même à l'université, on est dans une situation où, quelquefois, les enseignants enseignent, mais les enseignants auraient des choses à apprendre aussi de leurs étudiants. Oui. Ouais, donc moi je voulais, je ne sais pas à quelle question je vais répondre, mais la question des laboratoires, effectivement, ça fait longtemps qu'on est plutôt des objets de recherche en fait, les quartiers. Moi combien de fois j'étais sollicité par des étudiants, par des professeurs, par des sociologues ou dans diverses disciplines, sollicités par l'université. Depuis 20 ans, plus de 20 ans que je suis sur le quartier Aziva, je ne sais combien, au moins 5-6 fois par an, etc. Pendant des années, j'ai pas vu le fruit de la recherche, je savais pas, on venait me voir, on me posait des questions. Je ne sais pas si ce que je disais c'était intéressant ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas les gens repartaient et j'avais jamais de retour. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est intéressant, c'est bien de venir poser des questions sur le devenir de ces quartiers, comment changer les choses, et qu'a priori on avait une expertise sur ces quartiers. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que vraiment ça fait bouger les choses? Parce que en plus, vous connaissez pour beaucoup d'entre vous,
voilà, les dynamiques des quartiers. Il n'y a pas des changements radicaux qui ont eu lieu depuis ces 40 dernières années sur les quartiers. On avance, on progresse, on a beaucoup d'ambition, mais voilà, il n'y a pas des changements miraculeux. Donc je me dis, bon, ça va dans les archives, c'est dans les caves de l'université, qu'est-ce qui se passe? Et donc à un moment donné, j'ai commencé à poser la question. J'ai commencé à poser la question aux gens qui venaient me voir. Je disais, ouais, ok, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce qu'on va avoir un retour? Est-ce qu'on va en profiter? Qu'est-ce que ça va permettre de redéfinir comme politique publique, etc. Et petit à petit, ça nous a amené à dire, maintenant, on va collaborer, effectivement. On va collaborer pour mais pas dans l'objectif, forcément, de créer du savoir savant, dans l'objectif de changer les choses, changer les politiques, faire évoluer les politiques publiques. Moi, c'est ça qui m'intéresse, d'interpeller les collectivités territoriales, l'État, etc. On est dans cette dynamique-là. Et donc, comment mobiliser les habitants? Comment mieux s'organiser pour effectivement prendre j'ai droit à la ville, je vais l'utiliser tout le temps maintenant. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, on a changé un petit peu de braquet. Effectivement, c'est long. C'est long, ça se met en place. Je pense que pour répondre à votre question là, sur comment aujourd'hui on est sur un savoir plus mixte, etc., ou redéfini, etc., et pas un savoir universaliste, etc., ça, je pense qu'on en est au balbutiement, à mon avis, en tout cas pour ce qui me concerne, mais ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là, effectivement. Je pense qu'il y a un changement de posture à la fois de l'université. Les habitants prennent confiance en eux aussi, dans leur à la fois quand on donne la parole aux gens, au bout d'un moment, ils finissent par penser que ce qu'ils disent c'est intéressant. Donc voilà, petit à petit, il y a une prise de conscience et je pense que petit à petit, on va arriver à des choses. Mais c'est long. C'est un long chemin et il faut continuer à travailler vraiment de concert et de ne pas être dans l'espèce de côté utilitariste. Voilà, je viens, je fais mon petit travail universitaire, après je repars. Et ça va pour les étudiants aussi. Je trouve que des fois, des fois, l'injonction à faire, des fois on donne des travaux à des étudiants, je trouve ça ridicule. C'est-à-dire qu'ils viennent 2 jours dans le machin, ils font un petit rapport, ça n'a aucun sens pour personne. Et je vois pas. Je pense qu'il faut penser l'intégration. On a du temps, nous, on est disponible pour ça. C'est-à-dire que dans les structures, on a besoin de vous, on a besoin des étudiants, on a besoin et on a le temps, on a du temps à vous accorder parce que ça nous fait avancer, ça nous fait progresser. Et donc, osez, là je pense aux professeurs, osez donner à vos étudiants le temps de travailler sur ces sujets-là. Pas faire semblant de donner 2 journées d'intégration, on fait un petit truc vite fait et il se passe rien en finale. C'est-à-dire que l'étudiant n'a pas le temps de s'approprier les choses. C'est tellement complexe ce qu'on vit au quotidien. Donc voilà. Et je ne veux pas parler des conseils citoyens, mais j'aurais tellement de choses à dire dessus aussi. Juste pour dire que la question des conseils citoyens est abordée cet après-midi et demain avec des tables rondes et des conférences qui seront spécifiquement là-dessus. Donc je me permets de vous inviter à rester encore cet après-midi et demain. Et on passera du temps vraiment sur cette question-là en fait. Ouais, je rajoutais, je pense qu'on avance déjà sur la deuxième partie du débat, mais en raccourci. Sur la question de l'hybridation des savoirs aussi, effectivement, je pense qu'on y travaille. Enfin, là, c'est ce que on essaye de faire aussi avec le projet Pop Art dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, on est loin d'y arriver, je pense, mais on teste des petites choses, quoi. Enfin, là, par exemple, c'est aussi le fonctionnement du monde de la recherche, du monde académique, etc. C'est-à-dire que là, par exemple, notre projet, il est financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Pour avoir les sous pour faire ce projet, il a fallu qu'on dépose un projet déjà ficelé auprès de l'ANR, et puis c'est un projet de recherche participative. Sauf que on a déjà une série de choses qui sont définies dans le projet. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'aussitôt qu'on a eu le financement, on a lancé des réflexions. On avait déjà réfléchi avec plusieurs acteurs en amont, mais tout de suite, on a lancé les partenariats avec des associations et des structures locales. Et notamment, on fait des essais de séminaires, ce qu'on appelle des séminaires, mais on a passé 2 jours ensemble, après on a repassé une journée ensemble, après encore une journée, où il y a tous les chercheurs et toutes les associations et structures locales du projet qui sont là et qui participent à la définition de la méthodologie, de la construction. Enfin, on a fait par exemple un glossaire où on a mis les mots, aussi bien les mots intersectionnalité que animateur. Parce que pour moi, la différence animateur-éducateur, au départ, c'était un peu flou. Et pour Mamadou, intersectionnalité, c'était un peu flou. Bon. Enfin bref, moi si je caricature, c'est un peu ça. Bref, on a essayé de partager le glossaire, etc. Et donc, on essaye d'avancer au chemin-là, mais on se rend compte, là, dans la mise en place des ateliers avec les jeunes,
on n'est pas très bien sûr de quelle place on doit tenir chacun. Enfin, on avait encore hier, on a fait une réunion à Ziva pour discuter de tout ça, parce qu'en fait, on arrive chacun avec nos postures, on essaye de faire des trucs, puis sans forcément se le dire tout à fait, on se rend compte qu'on n'est pas très satisfait de la place qu'on prend, quoi. Où les animateurs se disent moi j'aimerais bien prendre une autre place, mais je sais pas, enfin s'autorisent pas forcément à prendre la place. Nous on va peut-être prendre beaucoup de place, pas forcément leur laisser, mais on aimerait qu'ils soient là. Bref, là on a 3 ans pour y réfléchir, donc en tout cas ça fait pleinement partie du projet, quoi. Oui, pour répondre notamment aux 2 dernières questions qui portent sur l'universalisme du savoir dans le monde occidental et les conseils citoyens. Alors peut-être que je peux apporter un petit élément de réponse. C'est l'existence ici à Nanterre de l'UCP, c'est l'Université de la Culture Permanente. Alors c'est une inconnue au sein de cette ville de 35 000 habitants, mais c'est 450 étudiants qui peuvent intégrer l'université sans condition de diplôme ni d'âge, qui payent leur cotisation comme tous les étudiants, leur inscription, et qui peuvent suivre des cours aussi bien de philosophie, d'histoire de l'art, d'histoire, de géopolitique, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette université de la culture permanente, qui finalement est une création post-68, c'est ouvrir l'université à des étudiants différents. Donc là, ici, c'est essentiellement, quand même, je le signale, des 3e âges. Mais l'originalité de cette structure, c'est que les étudiants eux-mêmes, dans le cadre des cours, proposent d'ouvrir des ateliers pour lesquels ils auraient une spécialité ou une compétence, et ils donnent des ateliers, je sais pas, ça peut être par exemple commentaire de l'actualité littéraire, un atelier théâtre, etc. Ils en animent plusieurs au cours de l'année pour les étudiants. Voilà. Et la deuxième originalité de cette structure, de l'Université de la Culture Permanente, c'est la forme collégiale de prise de décision, à savoir qu'il y a 10 étudiants élus par ces 450 étudiants. Ils forment un collège avec le directeur pédagogique de l'UCP. Ils prennent toutes les décisions collectives, mais des décisions d'importance, c'est-à-dire le contenu de la programmation de l'année suivante, la politique tarifaire, les horaires, quel jour. Et donc ce sont des décisions qui sont prises ensemble. Est-ce que ça pourrait pas constituer aussi un modèle pour les cours classiques qui sont donnés à l'université, où on a toujours un prof qui donne des cours de CM qu'on aurait pu récupérer par ailleurs, puis ensuite des cours de TD. Voilà. Donc est-ce que ça peut participer aussi à ce renouvellement des pratiques pédagogiques, peut-être? Juste un petit commentaire à rapport, si j'ai bien compris, il s'agit de l'imposition des choses un peu aussi, voilà. De notre côté, quand on fait par exemple les ateliers ou les programmes de concerts, des événements musicaux, on est sensible à cette question-là. Bon, déjà, moi, par exemple, je suis sensible à l'imposition de pas seulement des connaissances, mais aussi de savoir-être, de façon d'être, parce que je ne viens pas d'ici, du coup je suis très sensible aussi, je n'aime pas quand les gens m'imposent des choses. Du coup, surtout de façon d'être. Du coup, quand on travaille pour la programmation de ces activités, ça se fait dans les dialogues. On est à l'écoute des gens où on va réaliser les activités. Mais aussi, c'est un équilibre parce qu'en même temps, on cherche à générer des espaces. On ne partage pas des savoirs ou des connaissances. On cherche à générer un espace. Mais du coup, il faut que cet espace aussi soit assez large et peut-être que ça dépasse aussi un peu la zone de confort des gens qui sont impliqués. Du coup, c'est un équilibre très délicat entre la proposition que nous, on peut faire réellement, c'est-à-dire on travaille avec une certaine programmation des musiciens, c'est limité déjà, et c'est un équilibre entre les attentes un peu des gens, et c'est aussi un équilibre avec l'ouverture.
Du coup, voilà, programmer, c'est pas si évident quand on programme une activité musicale, mais en tout cas, je crois que j'ai eu la chance de m'initier à ce type de travail avec des gens qui sont assez sensibles justement à cette question-là. Voilà, et du coup, je passe la parole à Nicolas. Qui passe la parole? Non, mais c'est pas crucial. Pas du tout frustré. Non, vraiment pas. Non, il y a plein de choses qui sont dites et voilà, éventuellement on y revient après, mais le lien est fait avec l'université, donc voilà, c'est parfait. Oui, en fait, dès les questions et tout ce qu'on entend là, c'est que la deuxième partie de la table ronde porte sur le rôle de l'université, en fait, ou quand même plus globalement, les relations qu'il y a tissées entre université, collectivité, enfin comme Jeanne le faisait remarquer aussi, collectivité, élus et habitants, acteurs, et aussi plus largement, et c'est ce qui ressort des questions, c'est comment s'organise l'université, c'est-à-dire que les effets de laboratoire, les effets d'étudiants qui viennent et qui repartent et qu'on voit jamais, ou de chercheurs qui viennent et qui repartent qu'on voit jamais, ou les idées de renouvellement pédagogique, en fait, ces questions-là, elles montrent bien que la réflexion, quand on parle de droit à la ville, quand on parle de recherche partenariale, elle porte aussi sur comment est organisée l'université, et en fait, c'est aussi l'université qui est à penser quand on pense le droit à la ville. Et donc, en fait, ça rejoint tout à fait la deuxième partie de cette table ronde où on avait envie, donc le comité d'organisation et là, les animatrices de cette table, de revenir, en fait, de faire un pas de côté sur ce rôle de l'université, l'organisation de l'université, puisque vous savez que l'université de Nanterre est occupée, bloquée depuis plusieurs semaines par les étudiants pour protester contre la loi ORE et contre Parcoursup, dans un contexte général de mobilisation à échelle nationale. Et en fait, on ne voulait pas spécifiquement rentrer dans les détails de Parcoursup, mais plutôt proposer, Victor et moi-même, de faire un petit pas de côté sur qu'est-ce que c'est que l'université, l'organisation de l'université, les réformes qui transforment l'université actuellement. Et donc, je vais donner le papier 1 minute à Nicolas. Voilà, comme ça tu pourras me dire quand il ne me reste plus qu'1 minute. Bon, on dit que j'en ai 5, je vais essayer de parler vite. Comme ça au moins je passe la parole, je ne suis plus co-animatrice. Et donc en fait, pour moi, se demander quel est le rôle de l'université pour le droit à la ville, se demander comment faire pour que l'université puisse créer des recherches partenariales et ne pas avoir une attitude prédatrice, pas avoir une attitude de concentration des savoirs, d'expertise unique, de ne pas avoir une vision utilitariste par ces étudiants qui viennent et qui repartent, c'est en fait se demander quelle est l'université que nous voulons, quelle est l'université qui peut tenir et permettre ces positions de recherche partenariale, des positions de recherche parfois même engagées, de recherche qui prennent le temps de collaborer avec des acteurs qui n'ont pas forcément un poids économique ou un poids politique dominant dans la production de la ville. Et donc, quelle est l'université qui permet à ces chercheurs de prendre le temps, de prendre les ressources nécessaires pour construire des projets de recherche, des projets de recherche-action, des projets de formation-action qui sont réellement émancipateurs et possiblement peut-être participer à cette transformation et cette critique sociale dont on parle. Or, et ma thèse en parle, les réformes de l'université et de la recherche depuis 20 ans modifient les financements et l'évaluation de l'université. Donc là, je vais vous résumer ma thèse en 3 minutes. Donc en gros, les transformations depuis une vingtaine d'années, et encore plus particulièrement les réformes législatives dont vous avez entendu parler, la loi LRU en 2007, la loi ESR en 2013, Parcoursup, proposent une certaine vision de l'université. Et cette vision de l'université qui est proposée, c'est une vision d'une université compétitive. C'est-à-dire que la production de la recherche doit se recentrer sur l'innovation technologique. La recherche doit participer à la compétitivité nationale de la France dans une compétition mondiale, afin que les universités participent à la croissance économique dans ce qu'ils appellent une société de la connaissance, une économie de la connaissance. Et donc le but, c'est d'assurer un rayonnement de l'université et un rayonnement de la France, de rendre les universités françaises visibles, reconnues, et attractive à l'échelle internationale pour attirer des chercheurs et des étudiants étrangers, qui payent d'ailleurs des frais d'inscription différents, et pour être bien classés dans les classements internationaux, par exemple le classement de Shanghai, mais il y en a d'autres. Et donc la logique qui est mise en place par ces réformes, je ne vais pas rentrer dans le détail des réformes, c'est de faire ressortir quelques universités à l'échelle internationale. Et pour ça, l'idée, c'est de concentrer les financements sur quelques universités, qui seront alors des universités labellisées universités d'excellence, universités d'élite,
au détriment, et je le dis, au détriment des autres universités. Et donc, depuis 10 ans, les financements des universités ont suivi cette logique de concentration des moyens et de mise en compétition des différentes universités et différents établissements. Et ça, c'est vrai pour toutes les missions et toutes les activités des universités, c'est-à-dire une mise en compétition et une concentration des moyens pour la recherche. La manière dont on finance la recherche actuellement, c'est de plus en plus par appel à projet. Et donc, pour les universitaires qui sont là-dedans bien plus que moi, qui suis doctorante, par exemple, comment on attribue les financements des programmes d'investissement d'avenir, les PIA, l'ABEC, SIDEX, ANR, etc. C'est appel à projet. Donc si vous êtes le meilleur, vous obtenez les sous, sinon vous ne les avez pas, avec un taux de réussite évidemment qui est plutôt de 0,5% ou 5% des projets. Mais également concentration des moyens, et en fait on va favoriser uniquement certaines universités aussi pour les bâtiments et pour la construction des campus. C'est la logique du plan campus depuis 2008, c'est-à-dire on donne de l'argent qu'à 10 universités en France et pas aux autres, parce que ce sont elles qui ont réussi à répondre à l'appel au projet de manière la plus convaincante et la plus excellente possible. Et pareil, et là c'est un petit peu récent, pareil pour la formation. Donc j'accélère. Non, on met les universités en compétition par ces évaluations, par les financements, et on ne cherche plus spécifiquement à garder un équilibre à l'échelle du territoire, et on laisse de côté, on change un principe d'université, comme on pourrait dire, de service public et de répartition des moyens. Donc je vais vite. Et alors pourquoi c'est lié en fait à actuellement Parcoursup et à ce qu'on dit aujourd'hui? C'est qu'à côté de cette mise en compétition, on considère aussi que les universités doivent être responsables. Elles sont autonomes depuis 2007, la loi LRU. Et donc c'est les universités qui doivent s'organiser pour répondre à ces appels à projets. Et c'est les universités qui doivent trouver l'argent. Et donc en fait, on a à la fois d'un côté une autonomie, les universités sont autonomes, mais d'un point de vue budgétaire. On a une sorte de pénurie organisée pour certains et pas pour d'autres, et on pousse les universités à diversifier leurs ressources. Et donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est les textes qui disent « Vous, université, vous devez diversifier vos ressources ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver votre thune vous-même. Alors je reprends leur nom, c'est plutôt augmenter votre ressource propre. Au journal officiel, c'est augmenter vos ressources propres. Et ça se fait par le mécénat, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place des fondations, on essaie d'attirer des sous, comme par exemple aux États-Unis. Donc ça, c'est la deuxième partie de ma thèse, mais je vous en parlerai pas. C'est-à-dire essayer de voir si les fondations, les entreprises ou les anciens élèves ne pourraient pas donner de l'argent. C'est faire des retours sur investissement. Là, je cite aussi les journaux officiels, c'est-à-dire qu'on considère que les universités vont pouvoir essayer de créer des activités qui leur font un retour sur investissement. Donc, par exemple, je sais pas, des retours sur investissement immobilier, l'investissement immobilier aux États-Unis, c'est ça. Ou encore, et troisième élément de récupérer de l'argent, ce sont les frais d'inscription. Et donc, pour conclure, Parcoursup et les réformes actuelles reflètent et renforcent cette double logique, 1 de compétition et 2 de privatisation. Compétition, puisque les universités, certaines sont attractives, d'autres non. Elles vont pouvoir sélectionner leurs étudiants et chaque lycéen devra essayer de se faire recruter par une formation. Et logique également de privatisation, puisque cette logique de compétition ouvre la porte et permet ensuite une augmentation des droits d'inscription. Et là, les expériences, la comparaison avec d'autres pays, États-Unis, Grande-Bretagne et autres, ou encore Québec, montrent que ce n'est pas un chiffon rouge que l'on pourrait agiter, et que oui, sélection ouvre la voie à l'augmentation des droits d'inscription, comme c'est déjà le cas en master, comme c'est déjà le cas à l'université de Nice, où Madame Vidal a mis en place un master à 4 000 €. Et donc cette privatisation, c'est parce qu'en fait, c'est plus l'argent public, c'est l'argent des particuliers. Donc soit vous avez de l'argent, vous avez un capital familial, soit vous vous endettez. Et donc pour les étudiants américains qui ont mon âge, c'est 150 000 $ de dette à même pas 30 ans pour rembourser leurs études. Et privatisation, puisque l'enseignement privé va se développer pour accueillir tous ceux qui n'auront pas été sélectionnés, ne seront pas à leur place dans les universités publiques. Voilà, j'ai été vite. Mais pour ça, pour vous dire que penser le droit à la ville, penser des recherches partenariales, penser une autre manière de faire des liens avec les acteurs, c'est aussi penser le rôle de l'université et penser le droit à l'université. Et sur ce, je vais, maintenant que j'ai dépassé mon temps, je vais pouvoir passer la parole à Victor, qui va rapidement se présenter et puis nous donner son avis. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs et organisatrices et aux animatrices pour l'invitation. Je me présente rapidement, je m'appelle Victor Violier, je suis doctorant et enseignant en sciences politiques à Nanterre. Je vais essayer de donner un avis
informé, mais du coup sur quelque chose que je connais un peu plus. On va juste donner mon avis. Camille a très bien parlé des réformes en France, donc plutôt que de répéter, ou même de dire des bêtises, moi je travaille pas dans une perspective comparée dans ma thèse, mais enfin pas de comparaison France-Russie, mais je travaille en fait plutôt sur la Russie, et la comparaison est plutôt entre les terrains régionaux en Russie et Moscou. Donc je vais essayer de démontrer l'intérêt de s'intéresser à un cas étranger malgré tout, et j'embraye donc du coup sur le deuxième aspect de ma participation, à savoir le détour par l'étranger. Donc faire un pas de côté pour voir un petit peu ce que ça peut apporter au débat. Voilà. Donc 2 mots sur la Russie, et la Russie soviétique et post-soviétique notamment sur lesquelles je travaille. On a déjà parlé des grands-mères russes, donc je passe là-dessus, et je vais parler plutôt du redéploiement de l'État en Russie après la chute de l'URSS et l'effondrement de l'État parti soviétique, et ce que ça peut apporter. Donc quel intérêt en l'occurrence de parler de ça? Quand j'ai commencé à travailler, à faire ma thèse sur la Russie, il m'a fallu trouver un moyen d'accéder au terrain, et en l'occurrence le terrain c'était les élites politiques et administratives et l'administration dans la Russie de Vladimir Poutine. Donc passer les mises en garde qu'on m'a faites, j'ai beaucoup essayé d'accéder à ces administrations avec la conviction qu'on peut travailler sur la réforme de l'État en Russie avec les outils ordinaires des sciences sociales, et donc notamment les entretiens semi-directifs, et en travaillant auprès des acteurs qui les conçoivent, qui les préparent, mais aussi qui portent les réformes. Donc c'est-à-dire aussi bien certes les élites qui emportent souvent un peu toute l'analyse sur leur passage et toute l'attention, mais aussi les passeurs de réformes, ce qu'on des fois qualifie de cadres intermédiaires, etc., pour voir comment ça se fabriquait. Et j'ai fini par réussir à rentrer sur le terrain grâce à un séjour à Novosibirsk, grâce à un partenariat d'ailleurs étudiant de l'université de Nanterre. Donc Novosibirsk, c'est une ville à 3000 km à l'est de Moscou. Donc en fait c'est Paris-Moscou une deuxième fois, au sud de la Sibérie. Et je suis rentré dans les administrations par un établissement d'enseignement supérieur justement, à savoir la filiale de l'académie présidentielle en Sibérie. Et sauf qu'en fait à l'époque je ne savais pas ce que c'était que cet endroit, parce que j'étais à l'université d'État de Novosibirsk, et on m'a dit si vous voulez travailler sur l'administration, j'ai un collègue qui enseigne ici, qui travaille là-bas, et peut-être que ça peut être une bonne porte d'entrée. Donc quelque part, c'est aussi un bon exemple d'accès. C'est bien de rendre accessibles les universités, parce que je suis rentré sur mon terrain par le portail de l'école, quasiment par la fenêtre, parce que j'avais pris pas mal de portes dans la figure quand je voulais rentrer dans les administrations. Et le but, c'était du coup de montrer ce que ça peut apporter aux analyses qui portent sur l'administration de la domination politique. Et je me concentre donc maintenant sur l'étude des dispositifs institutionnels de formation des cadres, et comment le nouveau pouvoir réinvestit les dispositifs qui existaient en Union soviétique pour former les cadres aujourd'hui, et former donc ce qu'on pourrait appeler, même si c'est un abus de langage, les fonctionnaires. J'en viens à la série de remarques que je voulais faire à partir de ça, mais j'étais un petit peu obligé de faire un préambule. Parfait. Alors, la première série de remarques, c'est sur l'exemplarité de l'étranger. Là, on a un modèle que je voulais verser donc au pot commun sur le mode un peu dystopique. C'est-à-dire que c'est un contre-modèle, on pourrait dire un repoussoir si on se place du point de vue de la mobilisation à laquelle on consacre beaucoup de temps et d'énergie ici, mais c'est aussi à bien des égards un bon élève. Du point de vue par exemple du modèle anglo-saxon, je laisserai peut-être Camille reprendre la parole là-dessus pour pas encore une fois dire de bêtises, mais un bon élève au sens où les réformes d'enseignement supérieur et donc des universités en Russie dépassent quelque part toutes les espérances du corpus théorique du nouveau management public, de la nouvelle gestion publique. Il y a même en Russie quasiment une discipline qui est consacrée à ça, qui est un mélange de différentes disciplines. Le Государственное управление, c'est la gestion publique, et c'est devenu un ensemble d'investissements à partir du management et du droit administratif, mais c'est vraiment par le prisme du management et de la gestion des personnels depuis la sphère privée. Donc c'est vraiment ça. Donc là, il y a vraiment ce côté, on fait encore mieux, quoi, et ce d'autant plus que c'est rendu possible par le fait qu'ici, il n'y a même pas d'état social à détruire, puisqu'il s'est effondré au moment de l'Union soviétique. Donc c'est vraiment parfait, il y a un peu un effet tabula rasa, et puis on peut construire le marché de l'enseignement supérieur là-dessus. Et d'autant plus que les universités ont dû apprendre à se débrouiller avec très peu de ressources, donc quand on leur en donne même un tout petit peu, eh bien elles s'en satisfont, et c'est parti pour la concurrence de toutes et tous contre toutes et tous. Ensuite, si je voulais dire ça, c'est aussi parce que, de fait, l'État russe, dans ce cas, est en mesure de satisfaire un certain nombre de recommandations et de prescriptions internationales. Et donc ça sert un discours interne et aussi un discours externe sur l'insertion de la Russie dans les pays développés qui conduisent les réformes de l'État, etc. Et ensuite, maintenant, 2 petits exemples issus de mon dernier terrain, peut-être plus axés sur l'université et son évolution. Côté conditions de travail, c'est un exemple qui concerne la contractualisation. Pendant un entretien avec un enquêté, un enseignant de l'académie présidentielle, là c'était la filiale de Saint-Pétersbourg. Déjà, je précise que les enseignants là-bas ne sont pas des fonctionnaires au sens propre, ils ne sont pas des travailleurs de l'État,
mais ils sont des budgetniki, c'est-à-dire qu'ils sont payés sur le budget de l'État, mais ils n'ont pas le statut de travailleur de l'État. Donc ça veut dire qu'on met vraiment l'accent sur le fait qu'ils coûtent de l'argent, mais qu'ils n'ont pas de protection associée à ça. Je pense que là, vraiment, il y a encore un petit deuxième effet qui se coule par rapport à ce qui peut attendre les fonctionnaires en France. Et puis, côté de l'accès... ah oui, alors sur la contractualisation, il m'a appris au cours d'entretien que lui, il avait un contrat d'1 an. Et j'étais très étonné parce que c'est quelqu'un qui est là depuis 40 ans. Il m'a évidemment raconté plein de choses sur l'école du parti de Leningrad, donc l'actuel Saint-Pétersbourg, etc. Et je me disais, bon, bah, pour ces bons et loyaux services, mais non, il y a le recteur, l'académie a un tel statut que le recteur peut décider de donner des contrats différents à ses... Il peut individualiser vraiment les carrières carrément au sein de son établissement et de son équipe enseignante. Et donc certains ont des contrats de 5 ans, certains ont des contrats de 3 ans et certains ont des contrats d'1 an. Et lui, il a 80 ans, on lui a fait comprendre que maintenant c'est des contrats d'1 an. Vous imaginez que s'il travaille encore à 80 ans, c'est que de toute façon, s'il n'a plus de contrat à l'Académie présidentielle, il ira dans un établissement privé. Et sans doute, comme il est quand même dans une filiale de l'Académie présidentielle, il trouvera un contrat dans un établissement d'enseignement supérieur privé. Et le deuxième exemple, plutôt côté, pour terminer, après la mise en concurrence généralisée des établissements, côté, on pourrait dire, étudiant, comme tout marché où l'information est très inégalement partagée, plus ce marché s'est développé, plus les coûts d'entrée pour les étudiants sont importants. Et du point de vue des territoires, là je m'aventure vraiment sur un terrain que je connais pas trop, mais les hausses généralisées des frais d'inscription, la dualité même de ce marché avec les grands établissements, mais là encore on pourrait parler de 4 marchés différents, c'est encore plus avancé qu'en France entre les grandes écoles et les universités, fait qu'il ne reste plus, pour les habitants de la banlieue de Moscou, d'une petite ville, d'un village des régions, tout ce qui leur reste c'est des places des budgetnées, c'est des places gratuites. Et ces places gratuites, elles font oublier que l'intégralité du système est payant. Et évidemment, ces places gratuites, elles sont données au compte-gouttes aux universités, ça devient une ressource même pour elles, parce que c'est un mode de financement public de l'enseignement, donc elles vont se battre pour avoir ces places, parce que ce sont aussi des places qui permettent d'avoir les, en tout cas considérés comme meilleurs bacheliers, ou en tout cas l'équivalent en Russie, parce que c'est sur les meilleurs résultats au YEGE, qui est l'équivalent du baccalauréat, et notamment en mathématiques. Donc typiquement, on va aller chercher des gens dans les régions, voilà, et ces individus-là deviennent une ressource, mais alors pour les autres, c'est tant pis pour eux. Et donc voilà ce que je voulais dire rapidement sur le cas russe. Désolé, finalement j'étais un peu plus long encore que prévu. Et donc sur ce qui est un petit regard à l'est de l'Europe et la manière dont la nouvelle gestion publique se satisfait de pratiques autoritaires du pouvoir, je pense que ce pas de côté ne peut pas nuire et peut nous aider peut-être dans le contexte actuel. Merci Victor. Et donc pour rétablir et renouer les liens avec le droit à la ville et montrer qu'en fait nous sommes totalement convaincus que considérer la possibilité de mener des projets de recherche partenariale et de démarches de relations entre acteurs et universités peut être, à mon avis, compromis par les transformations que l'université subit actuellement, et que quand Claire parle d'effets de laboratoire, quand David parle des monstres du savoir universaliste, si on continue de transformer l'université de la manière que j'ai décrit il y a 5 minutes, ce sont les possibilités en fait de créer ces liens-là et de cette manière-là, de manière partenariale, de manière de coproduction et non pas de manière prédatrice, qui sont remis en question. Et donc, pour relancer le débat qui avait déjà commencé avec les questions précédemment, et je me tourne à ce moment-là vers les intervenants, la deuxième partie, pour continuer, ce serait les questions que j'aurais à vous poser. C'est d'une part, est-ce que vous considérez que l'université a un rôle particulier à jouer dans ces mobilisations de droit à la ville? Et deuxièmement, est-ce que vous considérez qu'il y a une manière particulière de construire ces liens entre universités et acteurs en coproduction et donc en évitant ces effets de laboratoire et ces effets de prédation? Il y avait Nicolas qui voulait prendre la parole avant, on la lui a prise, on la lui rend. Non, oui. Je veux bien, mais déjà on m'a pas pris la parole. Et puis, tel que c'est posé, c'est énorme, oui. Ça m'effraie. Mais effectivement, je crois qu'on est tous conscients de ça. C'est-à-dire que le droit à la ville, certainement, le droit à l'université qui est dans la ville, ça devient vraiment brûlant, je crois. Donc un enjeu fondamental. L'université, si on la considère comme un service
aux citoyens, aux habitants. Voilà, quel est le... Je vais répéter des choses qu'on vient de dire, hein, mais quel est l'accès à l'université? Quel accès veut-on préserver ou pas? Est-ce qu'on veut ouvrir encore davantage les universités ou au contraire les fermer par une sélection accrue et une sélection beaucoup par l'argent finalement? Voilà. Donc tristesse. Mais il y a de l'espoir quand même, parce qu'il y a aussi des gens qui font des choses dans l'autre sens, un peu à contre-courant. Je pense qu'il y a un peu deux courants qui s'opposent. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, tout ça, mais qui vont justement dans le sens de on a parlé de coéducation, co-construction du savoir. Moi, je crois qu'au contraire, j'avais l'impression qu'on avait dépassé cette idée d'universalisme de l'université. En tout cas, bon, c'est peut-être du point de vue des anthropologues que je parle, mais enfin, on a beaucoup travaillé à ça, en tout cas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la diversité des points de vue, justement, et qu'on nous laisse travailler dans ce sens. C'est pas gagné, quoi. Il faut se défendre. Pour faire court, parce qu'il est déjà 13h, on l'a dit. Juste à rajouter peut-être un petit point, c'est que les recherches actions participatives ou quoi, enfin de ce type-là en tout cas, elles sont quand même très peu valorisées dans le monde académique, et que ça joue aussi bien sûr sur la capacité des chercheurs et notamment des jeunes chercheurs à s'en emparer. Bon, je parle en connaissance de cause forcément. Donc moi je fais ces recherches-là, je suis précaire, et c'est des recherches qui vont m'apporter éventuellement une petite touche d'originalité sur mon CV, mais qui m'apportent assez peu de publications qui sont suffisamment valorisables pour la recherche de postes. Et du coup, ça implique aussi que c'est des recherches, par exemple la recherche-action qu'on a menée à Nanterre, on a mené avec un petit financement, et que une fois que le petit financement est épuisé, moi je repars chercher un salaire ailleurs, et que je ne peux pas suivre, enfin là je parle de mon cas, mais bien sûr c'est pas que moi, ça empêche de suivre aussi sur un temps plus long ces types de recherches, et du coup de s'engager vraiment aux côtés des acteurs. Donc on a parlé des appels à projets tout à l'heure. Là, du coup, le projet ANR nous permet, dans le cadre du projet Pop Art, nous permet d'avoir 3 ans pour voir venir, pour engager quelque chose sur le temps long. Mais on l'a dit, c'est un projet ANR, et c'est très très peu de projets qui peuvent être financés avec... c'est des projets qui demandent de l'argent, et c'est très peu de projets qui peuvent être financés avec cette somme-là. Donc je pense que c'est aussi je pense qu'on ne va pas dans le sens d'une amélioration, mais ça ajoute aussi à ce que tu as dit, quoi. Pardon Jean-Luc, juste sur ce point, je ne suis pas tout à fait du même avis. C'était peut-être pour donner un peu d'espoir, ou faux espoir, mais j'ai l'impression qu'au contraire, recherche-action, c'est des mots-clés... comme recherche-action, c'est des mots-clés qui rapportent à court terme, parce qu'on ne pense plus qu'à court terme, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de gagner du temps, qu'on nous donne du temps. Mais en fait, on nous encourage à faire des projets à court terme. Mais il y a des mots qui sont très, très éthiques et comme ça, et qui marchent bien quand on monte des projets. Enfin, je peux en témoigner. Moi, il y a des mots à la mode qu'il ne faut pas rater. Recherche-action, c'est le moment. Après, c'est des modes, et c'est pour donner de l'argent sur certains projets pour se donner bonne conscience, je veux dire aussi. Il y a du politiquement correct là-dedans. Et c'est totalement paradoxal. C'est un paradoxe par rapport aux politiques qu'on mène par ailleurs. Voilà. Pardon. Moi, je voudrais juste te dire, toutes les villes n'ont pas la chance d'avoir une université, malheureusement. Sinon, ça ferait beaucoup d'universités. Mais moi, je vois l'université, je l'ai vu découvrir. J'ai eu l'université découverte par des gamins de 13 ans, 14 ans, 15 ans, etc. Quand on leur explique un petit peu ce qu'on fait là, et qu'on leur explique un petit peu l'avenir qu'ils pourraient avoir, eux, dans cette université, il y a des yeux qui brillent, quoi. Il y a des choses intéressantes qui se mettent en place. Et ça, je pense que c'est important que l'université reste ouverte
à tout le monde en réalité. Et puis, je me demande si finalement on n'est pas devant un problème de temporalité, comme tu le disais tout de suite. La temporalité, c'est important. Est-ce que l'université a besoin d'être sur le même temps que la société? En fin de compte, est-ce que pour étudier et réfléchir, on ne devrait pas être sur un autre temps finalement? Moi, c'est la question que je me pose. Je me pose parce qu'on est juste à côté, vous avez une maison d'arrêt où il n'y a pas la même temporalité. Où vous rentrez, vous posez votre portable, vous posez vos clés, vous n'existez, vous êtes dans un univers où finalement on n'a pas le même temps. Et est-ce que l'université doit être sur le temps de la société? C'est une question. Est-ce qu'elle peut être sur le temps de la société est-ce qu'elle peut réfléchir en étant sur le temps de la société? Et une université qui ne réfléchit pas et qui est toujours dans l'action, est-ce que c'est toujours une université, quoi? Donc, je sais pas, c'est des questions que je pose comme ça, mais je pense qu'il y a une réflexion sur le temps à avoir, peut-être du niveau de la physique, peut-être du niveau de la philosophie, mais il y a une réflexion sur le temps. Je pense pas qu'on puisse... On a tous connu ça. Moi, en début d'année, j'ai plein d'étudiants qui viennent me voir pour aller à la maison d'arrêt. C'est un truc, je crois que c'est un cirque, quoi. Les gens viennent voir parce que je veux absolument faire mon mémoire là-dessus, etc., etc. Et quand on leur dit derrière, non mais attends, il y a un travail à faire, il y a des humains à voir, il y a tout un travail, il y a toute une réflexion. C'est la première chose, mais j'ai pas le temps, parce que je suis pris par le temps, etc. Et c'est un problème, ça, c'est un problème. Comment est-ce qu'on peut étudier, comment est-ce qu'on peut aller au fond des choses si on n'a pas le temps de le faire? Est-ce qu'on ne doit pas redéfinir le temps universitaire? Est-ce qu'il doit être le même que le temps de la société? J'en suis pas sûr. Voilà, c'est tout. Oui. Un petit mot en parlant de redéfinir le temps universitaire. Et si je parle plutôt du côté de la mobilisation que de la thèse que je fais semblant de réussir à finir. Justement, ce qu'on a vu dans la mobilisation, c'est que, notamment dans les assemblées générales, en fait, quelque chose qu'on arrivait à opposer aux personnes qui étaient contre le mouvement social en cours, c'était que justement, c'était pas uniquement comme les mots qui sont utilisés, chercher à le faire comprendre, un blocage, un arrêt de la machine. C'est aussi une ouverture d'espace, de possible, et justement un changement de temporalité. C'est-à-dire, mais ça se retrouve chez les étudiants et chez les étudiants qui disent mais là, de toute façon, on est occupé à faire autre chose. Donc on ne veut pas de vos examens. Et on va retrouver ça du côté des personnels et des enseignants, mais là, on est occupé à faire autre chose. Et il y a un slogan, notamment, c'est on crève de ne plus... on crève de continuer, on crève de ne pas arrêter. Et donc là, on dit stop. Et donc il y a vraiment quelque chose autour de ça, je suis complètement d'accord, et dans la mobilisation, c'est très clair. Et ça, quelque part, même pour le dire rapidement, nos adversaires politiques dans les assemblées générales, on finit par nous reconnaître ça. C'est-à-dire, mais regardez, vous venez à l'Assemblée générale, il y a 1600 personnes. Quand on faisait les comptes à la fin, même s'il y avait 300 personnes contre le blocage, par exemple, etc. Là, je parle plutôt du point de vue des étudiants. Force est de constater qu'il y avait des discussions politiques qu'on n'avait absolument jamais à l'université. Et si l'université n'est pas un lieu critique, un lieu d'ouverture, de débat politique, on se demande presque ce qu'on a à y faire, quoi. Et si on a vraiment envie d'y travailler, etc. Comment ? Ah oui, et donc du coup, un mot sur les... Effectivement, parce que c'est ça que je devais... du coup, par exemple, les états généraux, typiquement, qu'on a essayé de lancer à Nanterre, mais qui se lancent aussi au niveau de l'AG Éducation Île-de-France, de la crèche à l'université, plus de moyens pour l'éducation. Ce sont des perspectives très longues, parce que les états généraux, si c'est bien fait et mené au bout, ça peut prendre 2 ou 3 ans. Mais le but, c'est vraiment de lancer une nouvelle réflexion sur l'éducation en général, sur la manière de donner vraiment les moyens de ses ambitions en fait, à l'éducation, et que ça dépasse des discours politiques un petit peu incantatoires. Et donc voilà, donc ça a été lancé. Par exemple, à Nanterre, ça a commencé par des cours alternatifs auxquels un certain nombre d'enseignantes et d'enseignants ont participé. Et là aussi, on voyait tous les intérêts, les profits qu'on pouvait tirer de ça très simplement. Et donc voilà, cette réflexion est en cours, et quelque part, elle est permise par la mobilisation. Voilà. Juste deux secondes. Effectivement, c'est cette convergence. On a les mêmes. Là, tu parlais d'éducation et de l'éducation depuis la crèche jusqu'à. On a les mêmes réflexions au sein du quartier. On a créé un réseau éducatif local avec les différents acteurs, l'éducation nationale, les partenaires associatifs, la ville, etc. Et on a les mêmes réflexions. Donc le truc, c'est comment. Moi, j'interviens là pour la 2e fois en 25 ans. J'étais étudiant là il y a longtemps, donc j'ai dû prendre la parole une fois peut-être en tant qu'étudiant, je ne sais plus, il y a quelques années. mais on dialogue pas assez, encore une fois. Mais ça va dans le bon sens.
C'est-à-dire que le fait d'être là aujourd'hui ensemble, voilà, on crée des passerelles, on va se parler, on va échanger des numéros, on va machin. Et c'est ça. J'ai déjà travaillé avec Arnaud, évidemment avec Jean-Luc, avec Jeanne. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Il faut juste, effectivement, cette convergence entre guillemets des luttes, voilà, faut la créer. Et il faut qu'on avance ensemble. Mais on est disponible. Je crois qu'on a un certain nombre de militants ici. Voilà, on a du temps pour ça, effectivement, en changeant la temporalité.